Voilà, mesdames, Bonjour. Bonjour. bonjour à toutes les deux, très heureux de vous accueillir. 1h30 pour retrouver et optimiser son énergie au travail. C'est un vaste sujet, donc je vais vous laisser tout de suite la parole. Merci et à tout à l'heure. Merci beaucoup, Alexandre. Bonjour à toutes, bonjour. On est à nouveau Bonjour à tous. enchantés. Bienvenue à vous pour ce troisième et dernier rendez-vous du cycle de la MMJ pour retrouver votre équilibre émotionnel. Claire et moi, on est toujours sous l'impulsion de la MMJ. Ravis de vous retrouver. On a décidé de vous parler aujourd'hui d'efficience au travail, comment rester en énergie, rester concentré, être efficace au quotidien. Donc, on a à nouveau choisi de répartir le sujet en deux parties. C'est Claire qui animera la première partie. Pardon, ça ne s'avance pas. Si, voilà, ça avance. Donc, la première partie sera pour Claire. Claire va d'abord vous parler va faire le lien entre l'énergie et l'alimentation, réfléchir à la question quel est le bon carburant pour faire tourner la machine de façon optimale. L'énergie, ça se passe forcément aussi par le choix dans l'assiette. Et puis ensuite, elle vous présentera ce que la nature, elle met à notre disposition pour nous aider à soutenir cette énergie, cette performance mentale notamment. Vous aurez encore une fois l'occasion de découvrir ces précieux conseils, découvrir les outils de la phytothérapie, les plantes et les huiles essentielles à privilégier pour ça. Et puis la deuxième partie, je prendrai le relais pour aborder la notion de maîtrise de soi, pouvoir comprendre les leviers de l'efficience au travail, qu'est-ce que je peux réguler, qu'est-ce que je peux optimiser pour améliorer mon état physique, mental et émotionnel. Et puis on parlera de plein de techniques différentes, des techniques très simples à mettre en place au quotidien, au travail, sans avoir besoin de matériel en plus, des choses simples pour améliorer l'efficience. On se garde encore une fois un petit temps à la fin de cette présentation pour répondre aux questions, pour avoir un petit peu quelques échanges avec vous. On va commencer par un petit sondage, une question à laquelle vous pouvez répondre tranquillement dans le chat. Quels sont les outils, quelles sont les techniques que vous utilisez jusqu'à présent pour être bien concentré, pour vous sentir en énergie pour réaliser votre travail quand vous êtes au travail? Donc répondez tranquillement si vous avez déjà des petites stratégies, des petits outils que vous utilisez, des techniques qui fonctionnent bien. Et puis le temps comme ça que vous répondiez, Claire va pouvoir démarrer. Je vous préviens, Claire est très en forme. Alexandre pourra le confirmer. Claire est très en forme. Niveau énergie, elle est tout à fait dans le thème aujourd'hui. Son petit l'a laissé dormir, donc elle est au taquet. C'est la première clé, effectivement, bien dormir pour être en énergie. C'est un bon début. Je te laisse la Ouais. parole. Et tu peux, si tu veux, copier la question peut-être dans le chat pour les personnes qui Ah vont oui, je vais la arriver, mettre, je la qui rajoute arrivent un dans petit le peu chat au tout de fil de suite. C'est l'eau. Ça déjà Comme fait. ça. marche. Ah C'est bon. super, c'est fait. Parfait. Oh, il est fort. Merci, Alexandre. Alors, donc effectivement, je vais prendre tout de suite le relais pour vous parler, et en plus je suis bien contente de pouvoir vous parler d'alimentation. Parce que l'alimentation, je ne l'ai pas forcément rappelé sur les précédents webinaires, mais l'alimentation, c'est le premier pilier qu'on utilise en naturopathie. Et également parce que je suis absolument passionnée par l'alimentation, la nutrition, et de découvrir un peu tous les jours encore à quel point c'est en relation avec notre équilibre d'une manière générale. Et sur le sujet qui nous intéresse sur ce dernier cycle, enfin sur ce cycle de webinaire, l'équilibre émotionnel, on n'y pense pas forcément en premier abord, mais il y aurait d'ailleurs matière à en parler encore plus longuement et sous bien des aspects, mais bien sûr que l'alimentation a quelque chose à voir, et a même beaucoup à voir avec notre équilibre émotionnel. Alors, aujourd'hui, on va vraiment se concentrer sur la notion d'énergie et de concentration. Donc, on va vraiment plus être sur la notion d'efficience mentale. Comment faire en sorte d'être finalement au maximum de nos capacités. On sait bien, alors je ne sais plus exactement les statistiques, mais on sait bien qu'on utilise largement pas à 100% les capacités qu'on a, nos capacités de cerveau, hein. Donc là, l'idée, c'est vraiment d'essayer d'avoir des choses assez... et je pense que ce webinaire sera en particulier très pratique, notamment parce qu'on parle d'alimentation. Donc là, ça sera très concret. Et Corinne également, dans sa partie, vous donnera des exercices tout à fait accessibles. Donc c'est vraiment le fil rouge de ce webinaire, que ce soit des conseils pratico-pratiques. Alors, pour introduire le sujet de l'alimentation, alors je vous disais, j'aurais eu énormément de choses à dire, donc j'ai fait des choix sur deux grilles de lecture principales dont je vais vous parler aujourd'hui.
qui sont vraiment en lien direct avec l'énergie et nos capacités de concentration et d'efficience. Le premier, que je vais vous présenter tout de suite, le premier, c'est le fait que la glycémie, je vais vous en parler juste après, le fait d'avoir une glycémie qui soit la plus stable possible, c'est une des grandes clés, j'ai même envie de dire que c'est la clé principale, pour avoir au maximum une énergie qui va être stable du matin jusqu'au soir. Le deuxième grille de lecture dont je vous parlerai dans un second temps, c'est ce qu'on appelle l'approche de la chrononutrition. Mais je ne détaille pas puisque je vous expliquerai ça juste après. Alors, réguler sa glycémie pour une énergie stable. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Je vais être très synthétique sur le sujet parce que voilà, dès qu'on touche au fonctionnement physiologique, c'est tout de suite d'une grande complexité. Le corps humain est quand même assez fascinant dans son fonctionnement. Alors, déjà pour que tout le monde soit bien d'accord de quoi on parle, la glycémie, c'est quoi? C'est le taux de glucose dans le sang. Donc le glucose, ça fait partie c'est le nutriment le plus essentiel qu'on va utiliser tout simplement pour fabriquer de l'énergie. Et donc dans le sang, alors dans le sang, il y a plein de choses, il n'y a pas que du glucose, mais entre autres, il y a du glucose. Et donc la glycémie doit rester, alors globalement, je caricature un petit peu, mais pour que vous ayez un peu une idée, vous le savez peut-être en déchiffrant votre bilan sanguin, globalement, ça doit tourner autour de 1 gramme par litre. Ça fait partie, je vous l'ai mis juste à côté sur la diapo, de ce qu'on appelle les principes d'homéostasie au niveau du corps. Homéostasie, ça veut dire quoi? Je vous ai mis la petite illustration qui, pour moi, le symbolise, c'est la notion d'équilibre. C'est-à-dire que c'est l'organisme, dans toute sa subtilité et sa complexité, est capable de mettre en place différents processus pour réguler naturellement et à chaque seconde, j'ai envie de dire, de jour comme de nuit, réguler et garder des valeurs du corps qui doivent toujours être plus ou moins stables. Donc là, la glycémie en fait partie. Je vous disais, le sang, il y a énormément de choses différentes qui composent le sang. La composition du sang, ça fait partie également des valeurs d'homéostasie. Qu'est-ce que je pourrais citer également? La température du corps, évidemment. On ne doit pas osciller entre une température de 44 degrés ou de 3 degrés, sinon forcément... voilà, c'est des valeurs qui sont indispensables pour que la vie soit maintenue et que l'organisme soit capable de fonctionner. Donc, cette petite précision étant faite, donc je reviens à notre glycémie. Donc, la glycémie, voilà, à chaque instant T, on sait bien quand on fait une analyse de sang, une glycémie, c'est toujours à un instant T. C'est pour ça que c'est pas forcément toujours extrêmement parlant parce que c'est une photographie à un instant T. Qu'est-ce qui se passe? Alors, il y a énormément de choses qui vont influer sur la glycémie. Là, bien sûr, je vais me concentrer sur l'influence de notre alimentation. Donc, globalement et très schématiquement, à chaque fois qu'on mange, en tout cas qu'on mange des glucides, forcément, notre glycémie va être amenée à subir des variations. Donc, globalement, je mange des glucides, ma glycémie va monter. Et évidemment, tout ça, ça va faire une courbe qui va être différente selon ce qu'on mange. Et on va voir justement ce qui va influencer sur la glycémie. Alors, qu'est-ce qui se passe? Quand même, globalement, il faut que vous puissiez comprendre ce que le corps met en place. Qu'est-ce qui se passe? Entre autres et principalement, quand la glycémie monte. Alors, on a bien compris que notre taux de glucose, globalement, il doit rester autour d'1 gramme par litre. Donc, si on mange des glucides, il y a du glucose qui va finir par se retrouver, alors pas tout de suite, mais qui va finir par se retrouver dans le sang, sauf que le corps sait qu'il doit garder une glycémie relativement stable. Donc, le principal acteur dans cette histoire, c'est notre fameux pancréas. Je trouvais que l'image du petit pancréas était plutôt sympathique. C'est mieux sous forme de dessin que de faire une vraie image. Donc, notre petit pancréas qui nous sourit, là. Alors, le pancréas, il a différentes fonctions. Je sélectionne sa fonction qui nous intéresse. On appelle ça la fonction endocrine. Donc, fonction endocrine, ça veut dire qu'il est capable de fabriquer des hormones. Et l'hormone bien connue en général que le pancréas va fabriquer, c'est l'insuline. Il n'y a pas qu'elle, il y a son hormone inverse qui s'appelle le glucagon, qui a exactement la fonction inverse. Donc, que fait le pancréas? Il sécrète de l'insuline, et c'est cette insuline qui va nous permettre de réguler la glycémie. Alors, pour que vous compreniez vraiment très schématiquement, on a tout ça de glucose qui se retrouve dans le sang, le corps sait qu'il doit faire quelque chose, le pancréas se met en action, il sécrète de l'insuline. Qu'est-ce qui va se passer dans un premier temps? L'insuline va permettre de donner du glucose à nos cellules. Toutes nos cellules, alors principalement le cerveau, j'en profite pour vous dire que le cerveau est le plus gros consommateur de glucose dans tout le fonctionnement de l'organisme. Donc l'insuline va d'abord donner le glucose nécessaire aux cellules. Une fois que les cellules ont ce qu'il faut, qu'elles sont repues, etc., elles ne vont pas pouvoir faire de réserve. Donc, on a d'autres réserves dans le corps
sous forme de ce qu'on appelle le glycogène, qui est du coup une forme de glucose très vite utilisable. Où est-ce qu'on a des réserves de glucose? Dans les muscles. Ça paraît logique, si quelqu'un m'attaque et que je dois prendre mes jambes à mon cou, j'ai besoin de glucose pour faire fonctionner mes muscles. Du coup, on a des petites réserves sur place qui sont disponibles directement. Deuxième lieu où on retrouve du glucose facilement utilisable, c'est dans le foie. Entre autres fonctions qu'il a, le foie, on parle du pancréas, mais le foie est extrêmement important dans tout le fonctionnement de la glycémie, dans la gestion du sucre. Une fois que les réserves sont pleines, c'est un petit peu comme si on avait fait les courses, on a mangé, on est repu, on a mis les courses au frigo. Si on a fait trop de courses, on ne va pas pouvoir forcer la fermeture du frigo. Donc, qu'est-ce qu'on fait avec ce glucose en excès? Alors, c'est là où c'est bien de le savoir, c'est que pour quand même faire baisser et enlever le glucose qui est excédentaire dans le sang, le corps va prendre du glucose et le transformer très facilement en petites graisses de stockage, donc sous forme de triglycérides. Et ça, c'est des graisses, comme je l'ai dit, des graisses de stockage. Je fais une parenthèse sur le fait que ça, c'est intéressant de le savoir. C'est pas le sujet d'aujourd'hui, mais ça montre bien que la glycémie a énormément à voir avec la stabilisation du poids ou la perte de poids. Et il faut savoir que malheureusement, ça nous arrangerait bien, mais malheureusement, la transformation de triglycérides en glucose est un chemin métabolique qui est beaucoup plus compliqué et qui se fait de façon beaucoup moins directe, on va dire. Voilà, donc ça c'est pour poser un peu les bases de qu'est-ce qui se passe dans le corps avec cette histoire de glycémie. Alors, là j'en viens tout de suite à l'alimentation. Donc je mange des glucides, ma glycémie varie. Ma glycémie va monter. Sauf qu'elle ne va pas monter de la même façon selon ce que je vais manger. Alors là, c'est peut-être une notion que vous avez en tête, que vous connaissez, ou c'est plus ou moins clair, je ne sais pas. C'est ce qu'on appelle l'index glycémique. Alors, l'index glycémique, c'est très facile à comprendre, et de toute façon, le schéma que je vous ai mis là parle de lui-même. L'index glycémique, c'est quelque chose qui va nous permettre de classer les glucides sur une échelle de 0 à 100. Et en fait, plus l'index glycémique va être élevé, plus ça veut dire qu'on se rapproche de la courbe qui est ici en rouge. Ça veut dire que la glycémie va monter haut et rapidement. Alors, la valeur de référence, c'est 100, c'est le glucose pur qu'on ne trouve jamais dans l'alimentation parce qu'il n'y a pas de glucose pur. Donc voilà, c'est ce qu'on a utilisé pour pouvoir justement classifier et donner des index glycémiques sur différents aliments. 0, ça veut dire qu'il n'y a aucune influence, donc en fait, ça veut dire qu'il n'y a aucun glucide dans l'aliment, par exemple. Donc voilà, l'index glycémique, c'est vraiment la mesure, ça permet de classer l'aliment selon sa capacité à faire monter rapidement ou pas la glycémie. Et vous allez comprendre en quoi c'est important par rapport à cet objectif de régulation de la glycémie. Donc le petit schéma, je m'y attarde quelques instants pour vous montrer que effectivement, la courbe qui va monter le plus rapidement, et surtout, vous voyez un peu la différence en termes de taux de glucose sanguin, donc ça va monter très haut, ça va faire monter très vite le taux de glucose dans le sang. Globalement, ça veut dire en fait que l'aliment, il a du glucose très vite métabolisé en fait. Si vous prenez du glucose pur, mais le corps, il n'a rien à faire. Le corps, on a déjà à la petite brique qu'on va utiliser directement, donc c'est ce qui fait que ça se retrouve très rapidement dans le sang. Donc, hyperglycémie, là, parce que pour le coup, on est bien au-dessus de ce qu'on cherche à avoir. Index glycémique moyen, donc on se situe sur une échelle entre 55 et 70. Vous voyez que, alors déjà, ça monte quand même beaucoup moins vite, ça monte quand même, mais la courbe est beaucoup plus douce. Et alors, index glycémique bas, vous voyez un petit peu que là, la courbe, elle monte vraiment très tranquillement, c'est beaucoup plus étalé dans le temps. Et on parlera du coup juste après de qu'est-ce qui se passe après. Parce que évidemment, comme on est dans un principe d'homéostasie, le corps va mettre en place tout ce qu'il faut pour faire redescendre le taux de glucose. Sauf que le petit détail qu'il faut avoir à l'esprit, c'est que les courbes ne vont pas redescendre au même niveau selon si c'est monté vite ou pas. La courbe rouge, si vous regardez bien, elle monte très haut et très vite, et alors elle redescend très vite, super, le corps est efficace, sauf que petit problème, ça va redescendre en dessous de ce qu'on cherche à avoir comme glycémie normale. Vous voyez, du coup, on est vraiment très bas dans la courbe, et là, par contre, on va se retrouver à l'inverse, dans une phase d'hypoglycémie. Regardez juste un instant la courbe verte, c'est l'avantage d'un index glycémique bas, c'est que ça va monter très tranquillement, mais du coup, comme le corps n'a pas à s'affoler, il n'y a pas surcharge de glucose, et du coup, ça va tranquillement se rejoindre la glycémie normale, et ça rejoint la courbe de la glycémie normale sans aller en hypoglycémie. Alors, maintenant,
Un peu d'explication par rapport à cette notion d'hypoglycémie. Alors, en termes de définition, on parle d'hypoglycémie réactionnelle. La courbe rouge dont je vous parlais juste avant, vous voyez qu'elle va très bas par rapport à la glycémie normale. Donc ça, c'est ce qu'on appelle une hypoglycémie réactionnelle. Réactionnelle parce que l'hypoglycémie, elle est directement la conséquence du fait que la glycémie montait très haut et très vite. Quel rapport avec notre sujet d'aujourd'hui? Le rapport, c'est que plus on va faire des pics de glycémie, plus on va avoir des hypoglycémies réactionnelles. Donc, c'est cette phase, c'est cet instant où le corps n'a pas encore réussi à faire remonter la glycémie à la normalité. Donc, on est en hypoglycémie, on n'a pas suffisamment de glucose dans le sang. Et c'est à ce moment-là, je pense qu'on l'a plus ou moins tous déjà vécu, ce moment d'hypoglycémie, sans forcément aller jusqu'au malaise, parce qu'on peut être plus ou moins, sans être forcément diabétique ou d'avoir un problème pathologique, une pathologie avérée du pancréas, on peut avoir une sensibilité différente à la glycémie. Donc si vous connaissez un peu l'état d'hypoglycémie, à minima, vous vous sentez un petit peu ramollo, un petit peu déconcentré, vous relisez 3 fois votre ligne, vous ne savez plus trop réfléchir, vous êtes un petit peu là, vous regardez un petit peu ce qui se passe par la fenêtre, etc. Donc on voit bien qu'en termes d'efficience intellectuelle, on n'est pas forcément au top. Ça peut donc jouer sur la vigilance, sur l'attention, sur la concentration. Donc là, c'est vraiment le cœur du sujet d'aujourd'hui. Évidemment, ça nous donne un sentiment de fatigue, plus ou moins ressenti, mais clairement, ça donne de la fatigue. Des fringales, alors notamment des fringales et des envies de sucre. Pourquoi? C'est logique, le corps n'a pas assez de sucre, donc qu'est-ce qu'il va faire le corps? Nous envoyer notre message, vite, mange du sucre, mange du sucre, mange du sucre. Donc là, typiquement, on se dit, oh tiens, j'irais bien faire une petite pause café, manger un petit biscuit, etc. À terme, j'en profite pour vous dire que ça, c'est pas anodin, parce qu'évidemment, le pancréas, à force d'avoir tout le temps des pics, etc., il est en surcharge d'activité constante, et qu'à terme, non seulement le pancréas se fatigue, mais qu'il y a aussi un processus de résistance à l'insuline. C'est-à-dire que les cellules, à force d'être un peu agressées par l'insuline constamment et d'envoyer le message, baisser la glycémie, etc., elles vont être de moins en moins réactives, en fait. C'est le point de départ du diabète, de type 2. Prise de poids, on en a parlé également, et là, c'est vraiment, je ne fais que le citer parce qu'il faudrait en parler vraiment longuement, mais sachez que ça ne nous rend pas service sur nos capacités naturelles à gérer le stress. Donc, une fois qu'on a bien compris ça, évidemment, dans les conseils associés, on va privilégier, et ça, quels que soient les moments du repas, matin, midi, soir, peu importe, dès qu'il y a glucides, donc globalement, dès qu'il y a féculents, etc., parce que glucides, ça ne veut pas forcément dire sucre simple, c'est pas que les fruits, les sucres rapides, en fait. C'est aussi tout ce qu'on met derrière les féculents, donc le pain, les pâtes, les lentilles, etc. Tout ça, c'est des glucides. Le fait de privilégier, c'est une des bonnes raisons pour lesquelles c'est conseillé d'éviter au maximum les céréales qui sont raffinées. Raffinées, ça veut dire que si on prend un grain de riz, voilà, il y a le cœur, il y a le germe, et puis autour, il y a toute une série d'enveloppes qui vont contenir des minéraux, des fibres, des protéines de bonne qualité, des vitamines, etc., etc. Sur un riz, alors à l'extrême, le riz cuisson, le riz blanc à cuisson 3 minutes, forcément, là, on a enlevé toutes les autres couches, et donc il ne reste que le cœur de la céréale, et ça, globalement, c'est uniquement de l'amidon. Et l'amidon, c'est quoi? C'est une grosse molécule faite que de petits glucoses agglomérés. Donc, c'est très facile à couper. Hop, on se retrouve tout de suite avec du glucose. C'est ce qui explique que l'index glycémique est élevé. Donc, dès qu'on est sur du semi-complet ou du complet, ça veut dire qu'on a gardé un certain nombre de fibres, plus ou moins si on est sur du semi-complet jusqu'à de l'intégrale. Et ça, c'est des choses les fibres vont permettre de ralentir l'absorption du glucose. Les légumineuses, alors les légumes secs, c'est les lentilles, les pois chiches, les pois cassés, les haricots rouges, haricots blancs, etc. Ce qu'on a globalement beaucoup oublié dans nos habitudes alimentaires, mais parlez-en avec vos grands-parents ou arrière-grands-parents, a priori, c'était des choses qui étaient beaucoup plus présentes avant dans nos assiettes. Et c'est bien dommage qu'on les ait complètement boudées. Un petit exemple, juste pour vous donner un peu un comparatif, farine de blé blanche, index glycémique 85, donc là c'est un index glycémique très élevé. Farine de pois chiches, vous ne connaissez peut-être pas beaucoup, mais sachez qu'on peut trouver des farines de légumineuses, index glycémique 35, pour vous donner un peu le gap qu'il peut y avoir entre ne serait-ce qu'un choix de farine.
Donc déjà, au moins dans un premier temps, quel que soit ce que vous cuisinez, essayez de limiter, voire de ne plus acheter du tout de farine transformée, raffinée, parce qu'évidemment, ça va jouer sur l'ensemble des recettes que vous allez préparer. Alors rapidement, autre conseil, parce que alors bien sûr, il y a l'index glycémique, ça c'est quand même une notion relative qu'il faut, un petit peu pondérer. Pourquoi? Parce que ça ne tient pas compte d'un certain nombre de facteurs qui vont influencer sur la charge glycémique de votre repas. Parce que globalement, on mange rarement juste un glucide séparé. Dans l'assiette, il y a d'autres choses. Normalement, on ne mange pas juste une baguette ou juste, on peut manger par exemple un fruit, mais en collation. Voilà, sur un repas, en général, il y a d'autres éléments. Donc justement, il y a différents éléments dans l'assiette qui vont permettre de modérer ou de pondérer un petit peu l'influence des glucides sur notre glycémie. La première chose, et ça c'est, j'en parle quels que soient les sujets parce que ça a toujours du lien, les huiles végétales, de préférence biologiques. Pourquoi? Parce que si vous les achetez en magasin bio, vous êtes certain d'avoir des huiles de première pression à froid. Première pression à froid, ça veut dire quoi? Ça veut dire que pour extraire les graisses du végétal concerné, on n'a pas chauffé. Et donc le fait de ne pas chauffer, forcément, ça n'altère pas la qualité des acides gras qui sont présents dedans. Une huile, pour ne pas la citer, type Isio4, type Le Sueur, etc., c'est ce qu'on appelle des huiles raffinées. Ça veut dire qu'elles ont été chauffées à des températures extrêmes. Donc autant vous dire que là-dedans, il n'y a plus aucun acide gras essentiel que le corps peut utiliser. C'est impossible. C'est la même chose que pour les margarines, j'en profite pour le dire, hein, les margarines qui promettent des oméga 3, c'est absolument impossible qu'il reste des oméga 3 dans une margarine qui a été chauffée à des températures aussi importantes. Donc les huiles végétales par rapport à notre glycémie, c'est une des choses qui va permettre de ralentir en fait l'absorption des glucides. Deuxième chose, on en parlait tout à l'heure, les fibres. Alors bien sûr les fibres, le fait, j'en parlais, de privilégier au moins du semi-complet, toujours faire les choses de façon progressive quand on change son alimentation. Les fibres, évidemment, c'est bien sûr la présence des légumes. L'objectif, et c'est peut-être une des premières clés, si vous arrivez à vous assurer d'avoir la moitié de légumes dans vos assiettes au moins une fois par jour, déjà, ça vous assure un premier niveau d'équilibre alimentaire et c'est loin d'être si facile que ça. Mais voilà, bien sûr, les légumes, plus c'est cru, plus vous allez avoir des fibres préservées, évidemment. Mais voilà, d'une manière générale, la moitié de l'assiette avec des légumes. Et alors, j'ai sélectionné parce qu'il y a d'autres encore critères qui peuvent influencer sur l'index glycémique, mais une des choses, je le mets parce que c'est rarement connu. Sachez que l'index glycémique va dépendre de si vous mangez chaud ou froid le féculent. Exemple, les pommes de terre. Globalement, les pommes de terre, on est sur un index glycémique qui est quand même plutôt élevé. Vous faites une purée, quand bien même c'est une purée maison, c'est délicieux, hein, j'en conviens, mais une purée écrasée, donc bien cuit, etc. Là, l'index glycémique, clairement, on est sur un index glycémique élevé. Si vous faites cuire vos pommes de terre, on appelle ça la cuisson en robe des champs, donc c'est cuisson vapeur avec la peau, que vous faites refroidir et que vous mettez des pommes de terre, toujours avec la peau, mais plutôt en salade refroidie, sachez que là, on est plutôt sur un index glycémique qui va être modéré. Et ça vaut pour tous les féculents. C'est-à-dire que le riz, les pâtes, les pommes de terre, etc., ça n'est pas... Alors, on part pas de 100 à 0, hein, on passe pas de 100 à 0, mais on a toujours un index glycémique qui va être plus bas. Pourquoi? Parce qu'en fait, le fait que ça soit froid, l'amidon c'est chimique, hein, la structure de l'amidon, en fait, va changer, va être modifiée. Il y a plusieurs types d'amidon, hein, sans rentrer dans le détail, mais il y a plusieurs formes d'amidon et ils ne vont pas avoir la même vitesse de métabolisme, en fait. Bref, c'est ce qui fait que plus vous serez, là on arrive normalement à la saison où on va avoir envie de manger plus de salade, plus vous mangez vos féculents en salade, plus vous aurez un index glycémique qui est bas. Alors, je vous parlais d'une deuxième grille de lecture que je voulais aborder, c'est la chrononutrition. Alors, c'est quoi la chrononutrition? Ça se base sur ce qu'on appelle la chronobiologie. Et ça, c'est quoi la chronobiologie? C'est le fait que l'organisme va sécréter tout au long de la journée, on est vraiment sur un fonctionnement autour de 24 heures, tout au long de la journée, on va sécréter à la fois des enzymes et surtout des hormones, des neurotransmetteurs, etc.,
qui vont nous permettre de fabriquer et de fonctionner dans toutes les choses qu'on a à faire. Le matin, on est censé être en énergie. Évidemment, la nuit, on est censé se reposer, si tout va bien. On est censé dormir, être dans un processus de réparation, etc., etc. Donc, la chrononutrition, c'est vraiment, ça découle de ce principe-là, et c'est complètement logique, et j'ai envie de dire même, c'est du bon sens de se dire que, en fait, on va essayer d'apporter dans notre assiette ce dont le corps a besoin en termes de micronutriments essentiels pour pouvoir fabriquer ce qu'il a à fabriquer à tel et tel moment de la journée. C'est de la chrononutrition que découle cet adage, mais ça vient de là, le fait d'avoir un petit déjeuner de roi, un déjeuner de bourgeois et un dîner de pauvre. C'est exactement cette logique-là. Alors, si on rentre un peu dans le détail, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'au petit déjeuner, globalement, notre fameux petit déjeuner français, baguette confiture, c'est tout ce dont on n'a pas besoin le matin. C'est exactement tout ce qu'il ne faut pas manger. Pourquoi? Parce qu'on a besoin de protéines et on a besoin d'acides gras. Protéines parce que typiquement, ça nous apporte des acides aminés et donc là, dès le matin, on a besoin de sécréter, de fabriquer la dopamine, par exemple, en termes de neuromédiateurs. Des acides gras parce que voilà, c'est aussi des cofacteurs, ça permet de nourrir également le cerveau, etc. Donc, il faut se dire que dans l'assiette, il faut retrouver d'une façon ou d'une autre des protéines et des bons acides gras. Alors, quelques exemples, comme ça vous avez un peu un panel différent. C'est ce qui fait qu'on va plutôt se rapprocher du modèle du petit déjeuner anglo-saxon ou même allemand, où globalement ils mangent plutôt le salé le matin. Ils ont tout à fait raison de ce point de vue-là. Juste, on va éviter d'être dans des choses trop gargantuesques ou avec trop de mélange, etc. Parce que là, ça peut devenir un peu lourd au niveau digestif. Donc, on va choisir. S'il y a des glucides, on est soit sur du pain complet, soit je vous mettais aussi en exemple des flocons d'avoine. Naturellement, l'avoine, c'est un index glycémique plutôt modéré. Donc, ça peut donner pain complet avec un peu de fromage de chèvre ou de brebis. Le lendemain, ça peut être pain complet avec un œuf à la coque ou au plat. J'y reviendrai en question si on a le temps de pourquoi c'est important d'avoir le jaune qui reste coulant. Ça peut être pourquoi pas du jambon le matin. Après, sur la viande, globalement, il faut raisonner en termes de semaine. L'idée, c'est pas d'avoir de la viande matin, midi et soir. Évidemment, ça serait beaucoup trop. Donc, l'idée, c'est de varier, en fait. Pensez à l'avocat. L'avocat, on est là plus sur un apport d'acides gras. On est sur la même famille d'acides gras que l'huile d'olive, donc c'est plutôt les oméga 9. De l'houmous, alors pour ceux qui ne connaissent pas, c'est une préparation, alors je ne sais pas si c'est grec ou libanais, en tout cas c'est plutôt oriental à la base. C'est une espèce de tartinade à base de pois chiches. Alors sachez que vous pouvez en faire d'ailleurs avec n'importe quelle légumineuse. Ça va apporter des protéines végétales, si vous êtes plutôt sur un régime végétarien ou végétalien. Et par exemple, flocons d'avoine, oui, ok, flocons d'avoine, mais alors vous allez enrichir pour avoir des aliments qui vont vous apporter quand même des acides gras et des protéines. Donc des graines, des oléagineux, des amandes, des noix, etc. Une petite cuillère à café d'une bonne huile végétale plutôt oméga 3, donc colza ou noix par exemple. Ça peut être aussi une option. Ça, clairement, si vous le testez et que vous êtes sur un petit déjeuner plus sucré, vous allez vite voir la différence en termes d'énergie, d'attention, etc. C'est toujours le mieux de le tester, de l'expérimenter pour être convaincu. Alors, sur le repas de midi, on est plutôt assez équilibré dans l'approche de la chrononutrition. C'est-à-dire que, alors, ce qui peut être bien, c'est de commencer par des légumes crus pour différentes raisons. Déjà, forcément, dès que c'est cru, on a tout ce qui est vitamines, minéraux qui sont complètement préservés parce que, évidemment, la cuisson va naturellement appauvrir la densité nutritionnelle des légumes. Ça vous force à mastiquer, ça c'est également important. Pourquoi? Parce que c'est gage d'une bonne digestion. La digestion, elle ne commence pas dans l'estomac, elle commence dans la bouche, parce qu'on a des enzymes dans la salive, parce qu'il y a déjà des processus de digestion qui commencent au niveau de la bouche. Et surtout, ça en général on le sait, mais ça ne veut pas dire qu'on arrive à l'appliquer. Il nous faut globalement entre 15 et 20 minutes pour avoir l'information, entendre l'information complètement de la satiété. Donc si vous avalez votre repas en 3 minutes chrono, c'est sûr et certain qu'à la fin, vous pourrez peut-être vous dire « Ah ben non, si, j'ai encore faim, tiens, je vais encore manger ci, je vais manger ça », alors que globalement, c'est juste que votre corps n'a pas eu le temps d'envoyer le signal qu'il avait son compte. Donc, commencer par une crudité, ça peut aussi vous permettre d'allonger un petit peu votre temps de repas. Viande ou poisson, si vous êtes sur un régime omnivore, oui, c'est bien le moment pour manger une protéine animale, c'est le midi, parce que ça va vous permettre de tenir, ça va jouer sur la satiété, etc. Et puis qu'on est quand même dans une bonne capacité digestive encore le midi.
Et s'il y a des glucides, c'est important évidemment d'en avoir également, mais là, on va vraiment privilégier des index glycémiques bas. Je ne vous l'ai pas dit, mais vous pouvez vraiment très facilement trouver sur Internet des tableaux avec plein d'aliments, des classements, etc. en termes d'index glycémique pour avoir un peu une idée. Donc, je vous ai mis quelques exemples. Je n'y reviens pas pour continuer à avancer. J'en viens à la collation. Alors, la collation, vers 17h, dans la chrononutrition, elle a vraiment une place importante. Alors, si vous n'avez pas faim, j'ai envie de dire que ça n'a pas de sens de faire une collation. Évidemment qu'on ne va pas contre la sensation de faim. Mais si vous avez un petit creux, là, c'est quand même intéressant d'avoir la logique de la chrononutrition qui dit quoi? Qui dit qu'en fait, vers 17h, il se passe quelque chose d'important. C'est que globalement, c'est l'horaire où on va commencer à sécréter ce qu'on appelle la sérotonine, qui est un neuromédiateur extrêmement important pour la régulation de l'humeur, du bien-être, et c'est le précurseur de la mélatonine, qui est l'hormone du sommeil. Globalement, on est sur un neuromédiateur qui va mettre doucement la pédale du frein, parce que c'est fin de journée, parce qu'on a passé le pic d'activité, etc. La sérotonine, pour être synthétisée, elle a besoin de différentes choses et entre autres, elle a besoin de sucre rapide. Donc, s'il y a un moment pour manger des fruits frais, évidemment, quand je dis sucre rapide, c'est pas aller s'acheter une barre de Snickers ou de Mars ou de je sais pas quoi. C'est plutôt un fruit frais plutôt qu'un jus pour avoir aussi toutes les fibres, etc. Que vous pouvez du coup associer tout à fait avec des oléagineux, amandes, noix, etc. pour quand même moduler parce que ça a beau être des fruits frais, oui très bien, n'empêche que votre glycémie elle va quand même monter. Donc, pour moduler quand même un petit peu l'apport de sucre, les oléagineux vont tout à fait avoir leur place à ce moment-là. Collation, et alors là, on arrive au dîner. Là, vraiment, l'idée, c'est de calmer, oui, le système digestif parce que naturellement, on fabrique moins d'enzymes. Donc, notre capacité digestive, elle est moins importante le soir. C'est une des raisons pour laquelle c'est bien de manger léger. Et évidemment, parce qu'après, on va se coucher. Hein, donc, ça paraît assez logique de se dire que finalement, pour aller se coucher, on ne va pas alourdir le corps qui a plein de choses à faire pendant le sommeil. Donc voilà, s'il y a une chose à retenir, c'est que c'est là où les légumes doivent être vraiment privilégiés. S'il y a des protéines, ok, mais il faut que ça soit des protéines qu'on dit légères, donc des poissons gras, je parlais des sardines tout à l'heure pour le midi. Le soir, c'est tout à fait pertinent aussi parce que ça contient des oméga 3, et les oméga 3, le soir, pour le coup, c'est tout à fait pertinent. Des protéines végétales, donc soit des légumineuses, soit du tofu pour les végétariens ou végétaliens, des algues, toutes ces sortes de protéines plus végétales. Ce qui n'est vraiment pas indiqué, c'est la viande, de mon point de vue. Hein. Alors, a fortiori, la viande rouge. Les œufs le soir, c'est pas du tout le plus approprié. Et évidemment, tout ce qui est plat en sauce, tout ce qui est lourd, voilà, les pizzas, les trucs qu'on peut des fois faire un peu facilement parce qu'on n'a pas forcément le temps. Sachez qu'évidemment, ça, c'est quand même pas le plus approprié le soir. Voilà, donc exemple, soupe de légumes et de légumineuses. Bon, je vous ai mis une petite photo avec une soupe de légumes et puis vous rajoutez quelques pois chiches, des pois cassés, des choses comme ça qui vont vous permettre, l'anticorail, qui sont très faciles à faire en soupe, qui vont vous permettre d'avoir quelque chose de léger tout en étant quand même rassasiant. Moi, le soir, si je mange qu'une soupe de légumes, il y a de fortes chances que j'ai quand même faim parce que voilà, il faut quand même que je sois calée. Donc l'idée, c'est pas d'avoir faim avant d'aller se coucher. Hein. Ça marche pas non plus. Hein. Voilà, alors... Deuxième partie, je vais aller vite parce que je voulais vraiment me concentrer sur l'alimentation. Quelques mots quand même sur que nous propose la phytothérapie sur ce sujet de l'efficience mentale. Alors, surtout parce que je voulais vous parler du faux ami qui est le café. Le café, globalement, on peut vraiment avoir la sensation que c'est un sacré coup de pouce pour nous mettre en énergie, pour nous aider à démarrer le matin, etc., pour nous lutter contre le fameux coup de barre d'après manger le midi, etc. Il faut savoir, alors il y aurait beaucoup de choses à dire, c'est pareil, je pourrais y revenir si vous avez des questions dans la partie, la dernière partie échange, parce qu'il y a de quoi dire. Là, ce qu'il faut retenir, c'est que c'est un faux ami en ce qui concerne l'efficience mentale, la concentration et même l'énergie purement et simplement. Pourquoi ? Parce que le café ne va pas vous donner de l'énergie, il ne va juste faire en sorte de vous faire puiser dans vos réserves. Mais ça ne va en aucun cas vous donner de l'énergie. Ça, c'est vraiment l'information principale à retenir. Comme je vous l'ai mis là, hein, c'est un peu l'image, c'est comme si on était coché, qu'on était sur un cheval. Le cheval, il est épuisé. Alors oui, si je vais donner des coups de fouet, je vais peut-être le faire encore tenir un petit peu, mais globalement, je vais juste accentuer et accélérer son épuisement. Donc, il faut se dire que le café, alors je parle du café en excès, bien sûr, ça ne va faire qu'accélérer. Ça accélère et ça accentue votre état de stress.
Et qui dit stress dit glande surrénale, parce que c'est vraiment le système endocrinien en rapport avec le système du stress. Ça ne va faire que continuer à surexciter les glandes surrénales et donc accentuer l'épuisement physique et mental. Donc pour rester raisonnable, je ne dis pas qu'il faut bannir le café, mais 1 à 2 par jour, si vous arrivez à vous tenir à ça, c'est vraiment parfait. Et surtout, il y a un moment pour boire du café. On se doute bien que le café qui fait un effet de dopamine qu'on sécrète le matin, boire du café le soir, ça n'a pas trop de sens, c'est antiphysiologique. Donc, pas trop tôt non plus. Si vous vous levez très tôt, parce que vous avez des horaires décalés ou parce que vous avez beaucoup de routes ou je ne sais quoi, si vous levez à 6 heures, l'idéal, c'est quand même d'attendre un peu avant de boire votre café. Un café à 5h30, 6h, 6h30, 7h, c'est même encore un peu tôt. Le mieux, c'est de pouvoir vraiment bien vous hydrater, un verre d'eau, une tisane, etc. Et par exemple, en arrivant au boulot, là, vous prenez votre premier café. Pourquoi ? Parce que c'est beaucoup plus en affinité avec tout ce qui se met en place au niveau hormonal. C'est plus logique par rapport à la sécrétion du cortisol, qui est en gros notre starter également. Voilà. Et juste un petit mot, parce que je trouve que c'est important de le comprendre. Le café, je vous parlais de la dopamine, qui est donc ce neurotransmetteur qu'on va sécréter le matin. La dopamine, c'est le starter, c'est l'entrain, c'est la motivation, etc. Le café, en fait, va nous donner l'impression d'avoir l'effet de la dopamine, sauf qu'à court, moyen et long terme même, ça va épuiser tout ce que je vous partageais juste avant. Et surtout, ça va baisser notre sécrétion naturelle, notre synthèse naturelle de dopamine. Et donc ça, c'est un vrai souci, parce que tout ce qui est dérèglement des neurotransmetteurs, c'est un vaste sujet, passionnant d'ailleurs, mais voilà, dès qu'il va y avoir des dérèglements à ce niveau-là, ça va impliquer tout notre fonctionnement physique, psychique, émotionnel, etc. Et donc, moins on a de dopamine, plus on est ramollo le matin, plus on a du mal à mettre en route, moins on est motivé, et donc plus on a cette sensation que je vais reboire un petit café, je vais reboire encore un petit café, etc. Et ça accentue encore le fait qu'on produit de moins en moins de dopamine. C'est typiquement le fameux cercle vicieux. Donc ça, je vous le dis quand même parce que je trouve que c'est important. Alors, éventuellement, mais vraiment rapidement, les tisanes. Alors, le romarin, on est bien d'accord qu'une décoction de romarin, ça n'a rien à voir en termes de goût avec un petit café. Je suis bien d'accord avec vous. Mais je vous parle du romarin. Pourquoi ? Parce que, alors, c'est une plante qui est super intéressante parce que c'est une plante amie du foie. Donc ça, c'est toujours intéressant de chouchouter son foie pour plein de raisons. Mais surtout, le romarin, c'est un tonifiant naturel. Ce n'est pas un excitant, mais c'est un tonifiant. Donc, je vous parlais de la petite boisson en attendant le café quand vous arrivez au bureau. Si vous aimez, évidemment, parce que c'est quand même particulier, le romarin. Après, vous pouvez mettre d'autres plantes pour améliorer le goût si vous n'aimez pas trop. Mais une décoction de romarin le matin, c'est tout à fait approprié parce que ça va quand même vous... Si vous buvez du café, typiquement pour avoir un effet boostant, le romarin va pouvoir avoir cette fonction-là. Le gingembre, j'ai envie de dire, le gingembre, c'est une des plantes à tout faire, une épice qui a 1001 vertus. Entre autres, elle est tonifiante, donc pareil, le matin, elle est tout à fait appropriée. C'est un tonique digestif, c'est aussi une racine qui va être tout à fait amie du foie également. Bref, pour toutes ces bonnes raisons-là, une décoction de gingembre. Ah, pareil, là, typiquement, si vous n'aimez pas, vous ne forcez pas, parce que c'est très particulier le gingembre, on n'est pas obligé d'aimer. Voilà, 2 petits exemples en décoction. Alors, je vous ai mis juste à côté, je vous laisse regarder la différence, si ce n'est pas tout à fait clair, entre une décoction et une infusion. En phyto, l'infusion, c'est qu'on fait bouillir l'eau et ensuite, on met les plantes à infuser, entre 5, 10, des fois 15 minutes selon les plantes. La décoction, ça va être utilisé justement pour les racines. Le romarin, on est sur quelque chose d'un peu plus dur. Donc, dès que c'est des racines, des graines, des écorces, on va plutôt privilégier la décoction, tout simplement parce qu'on a besoin d'un peu plus de force pour extraire les molécules actives. Donc là, on fait bouillir l'eau, mais on garde l'ébullition pendant au moins 5 minutes, entre 5 et 10 selon l'extraction qu'on cherche, avec la plante dedans. Alors, pour terminer, mais vraiment rapidement parce que j'en parlais sur les webinaires précédents, le premier et le deuxième également, donc je vous invite à les revisionner en replay si ça vous intéresse. Une petite synergie très pratico-pratique, un peu polyvalente qui peut servir à tout le monde. C'est une synergie avec ces 3 huiles essentielles. Rapidement, donc la menthe poivrée. Alors, pour moi, la menthe poivrée, c'est l'huile essentielle qui serait présente dans le top 3 si on n'a aucune huile essentielle, tellement elle a de fonctions. Et alors, j'en profite tout de suite pour vous dire que c'est pas parce qu'elle est polyvalente et que je la mets dans le top 3 qu'elle n'a pas de contre-indication. Bien au contraire, la menthe poivrée, il faut y faire attention. Il y a des cétones, donc les cétones, c'est des molécules qui sont potentiellement neurotoxiques.
Donc, asthmatique, épileptique, proscrit. Femmes enceintes et allaitantes, proscrit également. Les enfants, les jeunes enfants non plus. Voilà, c'est pas forcément anodin non plus. Typiquement, l'amande poivrée, comme je vous l'ai mis, c'est le coup de fouet. Donc, elle va être tonifiante d'un point de vue physique et mental. Donc, j'ai envie de dire, plutôt que le petit café en fin de repas, qui en plus va alourdir la digestion, etc., respirez tout simplement un flacon de menthe poivrée, mais c'est instantané, hein, vous allez pouvoir le vivre si vous le testez. On peut également l'utiliser en voie orale, pourquoi pas, surtout si vous vous sentez un peu lourd au niveau digestif. C'est un excellent digestif également, la menthe poivrée. Ça, c'est le côté tonifiant. Romarin à cinéole. Alors, romarin à cinéole, faites attention parce qu'il y a plusieurs sortes de romarin. Là, on est vraiment sur une action au niveau de la mémoire et de l'apprentissage. Donc, les étudiants, si vous reprenez une formation, si vous avez des échéances, peu importe, que vous voulez vraiment travailler plus spécifiquement sur l'apprentissage et la mémoire, le romarin à cinéole est excellent à ce niveau-là. Et le laurier noble, j'y reviens pas parce que vraiment j'en ai parlé au webinaire précédent et que mon temps est écoulé. Et je vais laisser la parole à Corinne. C'est globalement l'huile essentielle de la confiance. Voilà, donc la synergie, je vous ai mis un peu le protocole. Vous pouvez faire à part égale un petit roll-on, par exemple, qui est facile à utiliser. Et tout simplement en olfaction, pareil, je vous renvoie au webinaire précédent où je détaillais tout ce protocole-là. Voilà, j'arrête, je te passe la parole, Corinne. Super, merci Claire. Mais je voudrais quand même, je prends sur mon temps, tant pis, j'irai plus vite après, mais parce qu'il y a des questions qui étaient intéressantes et que je voudrais te faire remonter maintenant. Comme ça, on est bien dans le thème plutôt que de les garder pour la fin. Tu disais qu'il y avait des tableaux qui étaient disponibles sur Internet pour connaître l'indice glycémique des aliments. Est-ce que cet indice glycémique, il est indiqué sur les emballages alimentaires? On nous a posé la question. Jamais. Alors, attention parce que là, je vais partir sur un gros sujet qui est le sujet soit du Nutri-Score, soit des applications téléphone type Yuka, etc. Alors, je ne vais pas non plus vous dire que c'est acheté, à jeter en 2 mots. Le Nutri-Score, vraiment, c'est à prendre avec beaucoup, beaucoup de recul. En tout cas, je vous invite très clairement, mais comme ça, vous savez ce que j'en pense, à ne pas vous fier au Nutri-Score pour influer vos choix, parce que il y a des absurdités dans le classement de Nutri-Score. Et les applications ne tiennent pas compte en fait. Donc l'index glycémique, du coup, pour répondre simplement à cette question, malheureusement, bien sûr que non, c'est pas indiqué sur les paquets. Et d'autant que c'est relatif parce que, comme je disais tout à l'heure, il y a pas mal de choses qui vont quand même influencer l'index glycémique. Et une des choses, je pense que je n'ai pas mentionné, c'est que l'index glycémique est toujours à relativiser par rapport à la proportion du glucide en question. C'est-à-dire qu'on parle de charge glycémique et la charge glycémique, en fait, elle tient compte de la portion moyenne de ce qu'on va manger. Par exemple, du miel, on ne va pas se boire un bol de soupe de miel. Donc, il a beau avoir un index glycémique élevé, on ne va pas le boire comme ça 3 kg de miel. Donc, ça sera, si c'est une demi-cuillère à café dans tout un dessert, évidemment, la charge glycémique va être modérée. Ok, bien. Donc, l'industrie alimentaire est rhabillée pour l'hiver. On va faire c'est ça dans nos placards. Hein. Après, il y avait une autre question qui est intéressante, du coup, je te la pose maintenant. Le jeûne intermittent journalier pour laisser le corps au repos, qu'est-ce que tu peux dire là-dessus? Oh là là, alors c'est pareil, j'ai plein de choses à dire là-dessus sur le jeûne intermittent. Quand on branche Claire sur l'alimentation, c'est compliqué d'arriver. Non, mais ça mériterait d'une réponse quand même assez longue. Parce que, alors globalement, je trouve que c'est une technique, moi je m'en sers beaucoup en cabinet. Évidemment, c'est la fameuse réponse de Normand, parce que ça dépend de différents critères. Ça ne correspond pas forcément à tout le monde. Je dirais que si on est logique par rapport à la chrononutrition, le moment idéal pour le faire, là je parle du jeûne intermittent 16-8, c'est-à-dire qu'on mange sur 8 heures et on fait un jeûne pendant 16 heures, c'est le plus, parce qu'il y a d'autres types de jeûnes. Hein. Si on est logique par rapport à la chrononutrition, le plus cohérent, ça serait de sauter le dîner. Sauf que l'alimentation, c'est pas que de la théorie. Le repas du soir, c'est le repas familial, c'est des fois le seul repas qu'on partage avec son conjoint, etc., etc. Donc, sauter le repas, c'est pas toujours facile non plus. Donc, il y a plusieurs choses à prendre en compte, mais globalement, c'est un outil que je trouve très pertinent et extrêmement efficace sur toutes les problématiques métaboliques, par exemple. Par contre, voilà, il y a beaucoup aussi d'erreurs, donc il y a des choses aussi à respecter quand on fait le jeûne intermittent, mais voilà, je n'approfondis pas parce que sinon on y passe l'après-midi. D'accord, on pourra faire un webinaire là-dessus. On pourrait faire un webinaire là-dessus, ouais. Le thé ou l'été et le déca, rapidement, dans les boissons que tu privilégiais tout à l'heure?
Oui, alors le déca, OK, parce que ça a enlevé la caféine, c'est le principe. Après, il y a d'autres problèmes. Là, c'est plus une question de fabrication du déca. Je parle du café, du décaféiné industriel. Là, merci aussi à industrie agroalimentaire. Là, c'est la notion de processus, la façon dont c'est fabriqué. Il y a des solvants, en fait, qui sont utilisés et globalement qui sont, délétères, hein, pour l'organisme, qui sont pas cool. Donc, moyennement, une bonne Ouais, solution. faut être vigilant, choisir des décas qui sont décaféinés à l'eau, si j'ai bien compris. Moi, je me suis renseignée là-dessus, c'est ça? Oui, et puis, alors c'est le moindre mal, l'eau, parce qu'ils peuvent utiliser d'autres types de solvants qui sont, quand même, Ouais. globalement un peu plus chimiques également. Donc, Mhm. pour moi, c'est une fausse, solution. Enfin voilà, ponctuellement, OK, mais c'est pas forcément l'idéal. Il peut y avoir ce Mhm. qu'on appelle les sucédanés de café. Donc ça, c'est des boissons à base de céréales torréfiées. Vous trouverez ça plutôt en magasin bio. Je vous invite à tester différentes marques parce que pour les avoir testées, les goûts sont complètement différents. Mais on va retrouver ce côté un petit peu, c'est pas du café, mais on est un peu plus proche. Le thé, il faut savoir qu'il y a quand même, selon les thés, mais si on est sur un rooibos ou un thé rouge, il y a quand même de la théine. Donc la théine, elle a aussi des fonctions, enfin des propriétés, des actions similaires à la caféine. Donc oui, mais voilà, pas en excès non plus. Et c'est tout. C'était ça la question. Il y avait d'autres. Ouais, le thé, est-ce Donc que voilà, tu recommandes? Qu'est-ce que tu en penses? tisane, tisane, et puis le thé, voilà, si on est sur l'après-midi, plutôt des thés rouges ou des thés type rooibos, et déca ponctuellement, mais voilà, pour moi, c'est pas non plus la panacée. En tout cas, ça peut pas remplacer. Si vous buvez 10 cafés et que vous buvez 10 déca, on aura quand même des problèmes associés. Ok. Et dernière question, et puis après je vais enchaîner sur la dernière Ouais. partie. L'agave, qu'est-ce que tu peux dire à Ah, propos de ce que tu conseilles? alors, le sirop d'agave, pour faire court et simple, le sirop d'agave, oui, son index glycémique est bas. C'est tout à fait avéré. Par contre, s'il est bas, c'est que ça contient principalement du fructose. Le fructose, oui, il y en a naturellement, notamment dans les fruits. Donc, OK, mais c'est toujours pareil, c'est du bon sens en fait. C'est-à-dire que le corps sait gérer à partir du moment où c'est physiologique et c'est à dose qu'on trouve dans l'alimentation brute, non transformée, etc. Le problème du fructose en excès, mais pareil, je vais vite parce que c'est un autre sujet aussi. Le fructose, il faut juste savoir que le fructose, il est métabolisé au niveau du foie. Donc ça veut dire qu'à à la fin de la chaîne métabolique, on va quand même avoir du glucose. Le fructose va quand même se transformer en glucose. Et qui fait ça? C'est le foie. Et toujours pareil, il sait le gérer à minima si on mange des fruits de façon normale. Si d'un coup il y a trop de fructose, si on met du sirop d'agave à tout bout de champ dans toute sa cuisine, dans son thé, 15 fois par jour, etc., il y a d'autres sources de fructose, hein, mais si on parle que du sirop d'agave, et ben du coup le foie, d'un coup, il se trouve complètement débordé. Et même principe, à un moment donné, il va plus savoir le transformer en glucose, et donc là, il va le transformer en graisse. Et les graisses qui restent dans le foie, c'est ce qui donne une grosse problématique, une grosse pathologie aujourd'hui. C'est ce qu'on appelle, alors la NASH en anglais, mais en français, c'est la stéatose hépatique non alcoolique, qui est en gros la pathologie du foie gras. Et c'est une pathologie silencieuse qui va mettre des années à se manifester en termes de problématiques et qui concerne, j'ai envie de dire, je sais pas les statistiques, mais un gros pourcentage des Américains. Et malheureusement, nous, on commence aussi à avoir les mêmes problématiques et de plus en plus jeunes. Donc, sirop d'agave, ok, de temps en temps, d'accord, mais certainement pas à tout bout de champ. Il ne faut surtout pas se dire que du coup, on peut en mettre en quantité énorme. Ok, Voilà. bien, on a fait le tour des questions. Alors, je vais enchaîner Ouais, si ça te bien va. sûr. Pour faire un peu le point simplement sur la question qui a été posée tout à l'heure. A priori, beaucoup d'entre vous utilisent la musique pour essayer de se canaliser, pour se concentrer, les podcasts, de la lecture, le calme, soigner un petit peu l'environnement, le confort, la détente, s'isoler, couper un peu les téléphones, les boîtes mail, supprimer les notifications, toutes les sources de distraction. Des gens qui s'isolent du bruit, voilà, qui utilisent la respiration, qui s'hydratent, qui prévoient une collation. Donc, je vois quand même que dans les réponses, il y avait quand même pas mal de gestes positifs qui vont dans le sens d'une bonne gestion de son énergie. Alors, pour faire en complément, en fait, pour aller dans une autre direction, mais pour parler toujours de la même chose, on va parler de maîtrise de soi.
Développer une meilleure maîtrise de soi, ça va passer par une meilleure écoute des ressentis. Si j'écoute bien les signes de mon corps, je vais percevoir les signaux de fatigue, les signaux de tension. Du coup, je vais pouvoir agir sur ces signaux pour pouvoir retrouver une condition plus optimale. Il y a des signaux forts qui montrent qu'on est en manque d'énergie. On bâille, on n'arrive plus à se concentrer, on a les paupières lourdes, etc. Puis il y a des signaux faibles qui passent un peu sous les radars et qu'on ne détecte pas. Et pourtant, si on était plus à l'écoute de ces signaux faibles, on arriverait à rétablir l'équilibre plus rapidement, de la meilleure façon, toujours dans l'idée de cette homéostasie dont parlait Claire tout à l'heure. C'est vraiment toujours cette idée-là. Alors, concrètement, on va parler des niveaux d'énergie qui permettent de réguler l'humeur. Travailler sur notre niveau d'énergie, ça participe à stabiliser notre humeur. L'humeur, c'est un état d'esprit temporaire, une sensation, un ressenti interne qui peut être positif ou négatif. Contrairement à une émotion qui est plus spontanée, plus vive, l'humeur, c'est un truc qui s'installe pendant quelques heures ou pendant quelques jours, en réalité. Parfois, je me lève le matin du bon pied, j'ai la pêche. Parfois, je me lève le matin en me disant « Oula, la journée, elle va être très longue, j'ai les pieds de plomb, je suis à fleur de peau. » Voilà, il y a des jours avec et des jours sans. Les jours avec, je suis de bonne humeur. Les jours sans, je suis de mauvaise humeur. Il y a certaines personnes qui sont capables d'être toujours d'humeur égale. Ces gens-là, on les perçoit comme des personnes équilibrées, des gens sereins, des personnes bien dans leur peau, bien dans leur vie. Et puis, il y en a d'autres qui vont être capables d'être d'humeur beaucoup moins constante. On va dire qu'elles sont plus lunatiques, carrément même parfois un peu cyclotimiques. Quelqu'un de cyclotimique, c'est quelqu'un qui souffre d'un trouble de l'humeur. Ça entre un peu dans le spectre de la bipolarité, mais avec des symptômes qui sont moins extrêmes. C'est des variations de l'humeur qui sont... Les personnes, elles vont traverser des épisodes euphoriques et des périodes dépressives, d'irritabilité. C'est des cycles qui se succèdent assez rapidement. Enfin, ce n'est pas la bipolarité, mais c'est un trouble de l'humeur. Là, ici, nous, quand on parle d'humeur, on ne va pas considérer le caractère pathologique des variations d'humeur, mais plutôt rester sur les variations d'humeur assez ordinaires qui vont souvent varier en fonction de deux paramètres, le niveau d'énergie et le niveau de tension dans le corps. On peut être énergique ou fatigué. Si vous regardez bien le schéma, ça correspond à l'axe vertical, l'axe des ordonnées. Plus je monte, plus je suis en énergie, plus je descends le curseur et plus mes batteries elles sont à plat. Et on peut être aussi du coup calme ou tendu. Sur le schéma, ça correspond à l'axe horizontal, l'axe de l'abscisse. Plus j'avance à droite, plus le degré de tension va augmenter. C'est une tension qui peut être physique, mentale ou émotionnelle, bien sûr. Et plus je déplace le curseur à gauche, plus je reviens dans la zone du calme. En principe, on se sent bien quand on est calme, énergique. Et on se sent vraiment mal à l'extrême quand on est tendu, fatigué. On peut avoir des états un petit peu intermédiaires, se sentir moyennement bien si je suis calme, fatigué ou tendu, énergique. Mais c'est vachement moins optimal comme état. Du coup, ça va être important de réussir à réguler ces deux niveaux pour optimiser notre équilibre dans la vie quotidienne. C'est ce qui permet de maintenir un état d'éveil vraiment optimal. Donc, l'objectif, c'est vraiment de retrouver le calme, réussir à le garder, tout en mobilisant l'énergie qui est nécessaire pour avancer, pour accomplir les tâches qui nous incombent. Donc, dans certaines situations, on va par exemple on va réagir de façon très impulsive, on va passer très vite dans un état de tendu énergique. Mon cœur s'accélère, la pression artérielle, elle augmente. Le genre de situation où finalement, je vais chercher à réguler mon état en combinant le niveau d'énergie et le niveau de tension pour avoir une réaction émotionnelle qui sera beaucoup plus adaptée. Donc, ça implique qu'il faut écouter ses ressentis, il faut être à l'écoute de son corps pour savoir tout simplement où se situe le besoin. Je prends un exemple encore une fois concret allez, on est au travail, une remarque d'un collègue, je le prends mal, je me sens un peu persécutée, je prends le temps d'analyser mon ressenti, je me dis oula, d'un seul coup je bouillonne intérieurement et puis je me suis tendue, je me suis crispée. Donc je vais chercher à désamorcer le comportement réflexe qui consiste à bouillonner et me crisper. Donc je vais d'abord utiliser une technique de contraction et de relâchement par exemple qui va tout de suite me permettre de me libérer de la tension et de revenir plus vite à un état de calme. Donc je vais faire ce qu'on appelle un IRTER, inspiration, respiration, tension, expiration, relâchement. Je vais inspirer, je bloque la respiration, je contracte tous les muscles du corps de la tête jusqu'aux pieds et je souffle et je relâche. La contraction suivie d'un relâchement, elle va favoriser l'élimination des tensions. Du coup, je viens d'agir sur le niveau de tension dans mon corps, j'ai éliminé les crispations. J'ai réglé ce problème de tension. Mais j'ai toujours l'autre aspect, le niveau d'énergie. Je bouillonne toujours, la pression elle est forte encore. Le niveau d'énergie il est encore élevé, même si je suis débarrassée de mes crispations. Donc là, il me reste à agir sur mon niveau d'énergie.
Et bien là, je vais tout simplement me dire, bah, j'ai ma respiration pour stabiliser mon niveau d'énergie. Je vais chercher à faire redescendre la pression en utilisant par exemple une respiration dont on a parlé dans les webinaires précédents, hein, 3-3-12. J'inspire en retenant l'air. J'inspire sur 3, je bloque l'air en comptant 3 et je vais souffler doucement en comptant 12. Donc là, je vais réguler le niveau d'énergie. J'ai agi sur le niveau de tension et là, j'ai régulé mon niveau d'énergie pour revenir à un état équilibré. C'est ça qui participe à réguler mon humeur. On peut marcher, on peut sortir marcher, on peut aller courir un peu, on peut écouter de la musique, ça fait du bien. Une musique calme, ça va avoir tendance assez facilement à court-circuiter les pensées parasites, le mental bruyant, pour retrouver un état émotionnel plus confortable. Tenez compte simplement de votre tempérament quand même pour déterminer dans quel niveau d'énergie vous fonctionnez bien, parce que selon vos besoins et puis selon ce que vous êtes en train de faire, le niveau d'énergie peut varier en effet. Une fois qu'on a fait ça, on se dit bon bah ok, je me rends compte que je peux agir sur l'énergie et le degré de tension dans le corps. Je vais travailler ensuite, je vais me pencher sur mes 5 sens pour pouvoir canaliser mon attention. En canalisant mon attention, je participe à canaliser mon énergie. Pour ça, j'ai mes organes sensoriels. Parce que le corps, c'est le vase de vos émotions. Les réactions que vous avez dans votre corps, elles vous donnent une indication sur l'émotion que vous êtes en train de vivre. Les émotions, à leur tour, elles vont influencer votre état d'esprit, vos pensées. Et vos pensées, elles aussi, vont influencer votre corps. Les sensations dans le corps, elles vont rejaillir dans vos émotions. Vous voyez, c'est un truc qui tourne, c'est sans fin, c'est une spirale, c'est quelque chose qui tourne en permanence. Donc si on regarde bien, si je veux pouvoir agir à un moment donné, engranger quelque chose de positif dans la spirale, eh ben, je peux utiliser mes sens. Parce que tout ce que je perçois de mon environnement et des situations, ben, je le perçois grâce à mes organes sensoriels. Tout ce que je vois, ce que j'entends, ce que je sens, ça me permet de décoder les situations, de les analyser. Et du coup, pour me sentir toujours en équilibre dans mon corps, pour pouvoir réguler mon niveau d'énergie, mon niveau de tension, eh ben, ça devient très intéressant de savoir se servir de nos organes sensoriels. Donc les sens, c'est comme 5 capteurs. Et si je me mets à combiner, si j'associe plusieurs capteurs ensemble, ben, je vais développer encore plus les sensations positives et je vais renforcer mon niveau de régulation. Donc vous pouvez faire cette expérimentation de la sensorialité quand vous êtes au travail, hein, pour vous détendre, en faisant fonctionner vos 5 sens. Vous pouvez même valoriser les sens en vous concentrant d'abord sur l'organe lui-même, l'organe externe, par exemple l'organe mon nez et la fonction sensorielle de mon nez. Je me concentre sur la forme de mon nez et ensuite je me concentre sur les odeurs que je perçois grâce à mon nez. Vous pouvez faire l'expérience simplement dans un moment où vous vous sentez tendu, énervé, par exemple, hein, vous allez valoriser vos sens, vous vous installez confortablement et puis vous portez d'abord attention peut-être à la pulpe de vos doigts pour vous reconnecter à la sensation tactile, par exemple. Et puis ensuite, à partir de là, vous allez vous concentrer sur le confort de votre siège. Est-ce que l'assise est moelleuse? Est-ce qu'elle est ferme? Est-ce que le dossier s'enfonce quand vous vous appuyez? Est-ce qu'à l'inverse, le dossier résiste? Est-ce que vous sentez la matière de votre bureau, les textures autour de vous, les objets, etc. Attachez-vous à faire fonctionner votre capacité tactile. Ça demande une concentration hein, quand même. Hein. Ensuite, vous allez par exemple toucher vos oreilles. Vous allez toucher vos oreilles, voilà, pour, encore une fois, localiser l'organe externe, la forme, le pavillon, le lobe. Puis vous allez vous focaliser sur les bruits autour de vous. Du coup, là, vous êtes plus penché sur la fonction de vos oreilles. Vous analysez les bruits qui vous entourent, le bruit, le ronronnement de votre ordinateur, le bruit du clavier de vos collègues autour de vous, les conversations qui sont là tout près, au plus au loin, les bruits de portes qui s'ouvrent et qui se ferment, les bruits extérieurs, les voitures qui passent, la circulation, je sais pas, le vent, les oiseaux, etc. Donc ça demande une analyse fine de votre environnement que de faire fonctionner votre capacité auditive. Après, vous faites fonctionner vos yeux, encore une fois, en localisant vos yeux, vous touchez vos yeux, vos paupières, vos cils, etc. Et puis vous vous concentrez sur ce qu'il y a autour de vous. Alors soit vous observez réellement, soit vous fermez les yeux et vous imaginez des choses que vous pouvez voir. La pièce, les volumes, le mobilier, les gens qui sont là, la couleur des murs, la perspective, la profondeur du champ de vision, etc. Et puis enfin, en dernier, vous touchez votre nez, sa forme, tout ce qui permet de resituer l'organe lui-même, et vous vous concentrez sur les odeurs après, sur la fonction de votre nez. Ce qui permet de s'imprégner un petit peu de l'environnement. Les parfums, votre propre parfum par exemple,
les parfums autour de vous, l'odeur du café, par exemple, dans la salle de pause, le parfum je sais pas, d'un produit d'entretien qui flotte encore un petit peu dans l'air. Prenez le temps de savoir si c'est des sensations agréables, des odeurs agréables ou pas. Est-ce que c'est des odeurs qui vous rappellent des souvenirs, etc. Vous pouvez même faire fonctionner le goût également, parce que pourquoi l'éviter, mais le goût, c'est en touchant la bouche, voilà, je resitue l'organe en lui-même, mes lèvres, mes dents, ma langue, mon palais, etc. Puis après, je me concentre ensuite sur des saveurs, soit en faisant appel à ma mémoire, soit en goûtant, en dégustant des choses pour de vrai. Une gorgée de café, une gorgée de thé, de l'eau fraîche, je croque une pomme, je mange un gâteau, un morceau de chocolat, etc. Je me concentre sur l'association, la synergie des saveurs, l'association de la boisson et de l'aliment, par exemple. J'analyse l'association de ce goût, j'associe ça à mon odorat pendant la dégustation. En fait, je prends conscience de toutes mes perceptions sensorielles. Et tout ça, ça me ramène à moi, ça me ramène à mes sensations, ce qui permet de se rendre compte que le fait de sentir, de voir, d'entendre, de toucher, de goûter les choses, mais en conscience, ça favorise vraiment un retour au calme, ça permet de réguler notre niveau d'énergie. Quand vous le faites, là, je l'explique rapidement, hein, mais quand vous le faites, prenez le temps de laisser émerger les informations sensorielles. Ne le faites pas en voulant aller trop vite quand même, hein. Le rôle des organes sensoriels, il est vraiment intéressant pour sentir qu'on est capable de se canaliser. Puis un jour, on est capable de se canaliser avec nos organes sensoriels, on se connaît tellement bien, on finit par atteindre un super niveau, un truc super confortable, qu'on appelle le flow. Quand on réussit à réguler son niveau d'énergie, son niveau de tension, sa capacité de concentration, on peut se retrouver dans un état qu'on appelle un état de flow. C'est caractéristique de la performance d'un sportif quand sa pratique elle est devenue tellement fluide, tellement confortable, son niveau d'énergie est optimal, son corps il est confortable à fond, sa technique elle est au top, sa concentration elle est au top. Il est dans les conditions optimales pour fournir sa meilleure performance. Ça revient à se sentir dans une sorte de disponibilité physique, un état d'esprit très positif, optimiste, une énergie, une concentration, un état de confiance aussi qui est complètement adapté à la situation. C'est un état de bien-être en fait, une sensation de maîtrise totale. On fait les choses avec beaucoup de facilité. Dans le domaine sportif, ça a été vraiment mis en évidence que le rôle de l'optimisme et de la pensée positive hein, sur ce genre d'état. Pour réussir à atteindre cet état de flow, il faut être capable de réguler le niveau d'anxiété, savoir faire baisser l'anxiété, mais tout en maintenant un niveau d'intérêt suffisant pour ne pas tomber dans l'ennui. C'est vraiment le rapport entre le niveau de difficulté et le niveau de compétence. Une situation, par exemple ici, si on regarde sur le schéma, une situation qui ne demande pas de compétences particulières et qu'une situation qui est facile, je peux ressentir un flow, mais c'est un bien-être tout à fait relatif. Le flow n'est pas des plus exaltants, on va dire. Mais si je fais monter les curseurs, je fais monter le niveau de difficulté, je fais monter la complexité de la tâche ou de l'action, et puis je développe des compétences proportionnellement aux difficultés auxquelles je fais face. Je fais grandir le flow à ce moment-là. Et plus je fais monter les curseurs de la difficulté et de la compétence, plus je vais vivre un flow exaltant. À titre d'exemple, pour vous rendre compte, un gars comme Rafael Nadal, par exemple, lui, il est souvent en état de flow, hein, un flow extrême. Les curseurs chez lui, ils sont max. Le gars, techniquement, il est au top. Niveau concentration, il est à fond dans sa bulle. Physiquement, il est super bien préparé. Son hygiène de vie, elle lui permet vraiment d'avoir un bon niveau d'énergie très optimal. Voilà, bon, il ne faut pas s'appeler Rafael Nadal, hein, à moindre mesure, on peut réaliser des choses dans un niveau d'expertise élevé, avec un niveau d'expérience, le niveau d'expérience qu'il faut, les compétences nécessaires, dans un contexte, un environnement qui est favorable, comme si d'un seul coup, toutes les planètes sont alignées, et là, vous pouvez ressentir cet état de flow. Donc, on parlait juste avant du niveau de tension, du niveau d'énergie qu'on peut réguler pour se sentir dans la zone la plus optimale. Et bien, quand on a régulé ça, on peut aussi chercher ce flow pour vraiment s'accomplir et s'épanouir et chercher vraiment l'efficience totale. Alors, il ne faut pas tomber dans le piège quand même. Si les efforts pour atteindre le flow ils deviennent vraiment très importants, ben là, on tombe dans le contre-productif. On a peu de chances d'atteindre le flow parce que la difficulté est trop grande. Par contre, quand on a réussi à atteindre ce flow, une fois qu'on l'a vécu vraiment, qu'on l'a ressenti, on peut l'intégrer, on peut l'ancrer avec un geste. Chaque fois que vous vivez un moment, sensation de moment de grâce un petit peu hein, dans ce que vous faites, concentrez-vous sur tous les détails de la situation de l'action.
refaites fonctionner à fond tous vos organes sensoriels. Vous voyez, c'est pour ça que c'est intéressant de les entraîner, ces organes sensoriels, pour mémoriser les sensations, mémoriser tout ce que vous voyez, mémoriser les bruits, les odeurs, toucher les objets, les choses qui vous entourent. Imprégnez-vous des sensations, c'est comme faire une photographie, comme faire une empreinte. Ça va vous aider ensuite à reproduire le flow dans d'autres situations. Alors un ancrage, ça peut être tout simplement, je ferme les yeux, je me concentre sur toutes mes perceptions, j'inspire profondément, je retiens ma respiration, je fais par exemple un geste, je serre le poing, je croise les doigts, enfin je fais un geste de signal, je bloque ma respiration, je fais ce geste, j'inscris les sensations dans ma tête, je mémorise toutes ces perceptions, je les ancre dans ma tête, et ensuite je vais souffler doucement par la bouche pour diffuser ces sensations dans mon corps. Comme si chaque cellule de mon corps allait pouvoir s'imprégner de ces sensations, de ce flow en fait. On dit que le corps a une mémoire, ben voilà, c'est le moment d'inscrire quelque chose de positif en soi. Donc ça, c'est vraiment une sensation qui est hyper agréable. Alors, on peut utiliser plein de techniques pour réguler ce flow, enfin pour réguler son niveau d'énergie, etc. Il y a plein de techniques pour rester vraiment focus et en énergie. Je reviens avec ma respiration, vous allez dire, elle débarque toujours avec sa respiration, mais parce que c'est l'outil de la vie, quoi. C'est vraiment l'outil numéro 1. Elle va vous permettre de toujours être dans le bon équilibre. Énergie, tension, concentration, vous allez toujours pouvoir régler ça avec la respiration. Donc, en fonction des besoins, je vais détecter. Pour me détendre, par exemple, je vais favoriser la respiration abdominale, qu'on a déjà expliqué par ailleurs dans d'autres webinaires, qui va me permettre, j'inspire profondément, je gonfle le bas des poumons pour appuyer sur mon diaphragme. Je vous ai mis la photo du diaphragme pour qu'on resitue bien ce grand muscle. J'inspire par le nez, je gonfle le bas des poumons pour pousser sur mon diaphragme, qui va faire du coup pousser sur les viscères, mon ventre se gonfle. J'expire ensuite, mon ventre se dégonfle et mon diaphragme se relâche. C'est un muscle, le diaphragme. Si vous ne le sollicitez pas, voilà, si vous ne vous en servez pas, vous le perdez. Si vous ne sollicitez pas votre diaphragme, vous perdez en souplesse. Plus vous gagnez en souplesse dans le diaphragme, plus vous allez être capable d'utiliser votre respiration comme un outil de détente. Après, pour se concentrer, il y a une respiration qu'on peut très facilement associé à un geste qu'on appelle le tratak, en fait, cet exercice en sophro. C'est un exercice qui consiste à inspirer, donc vous gardez les yeux ouverts, vous inspirez, vous bloquez votre respiration et vous fixez votre pouce avec vos yeux, enfin, vous fixez votre attention sur votre pouce en respiration bloquée, vous ramenez votre pouce doucement vers votre visage. À un moment donné, la vue va se troubler, vous fermez les yeux, vous laissez votre pouce se poser sur votre front et vous soufflez, vous relâchez. Prenez un temps, vous reprenez une respiration naturelle, un temps pour accueillir les sensations. L'idée, c'est qu'en fait, au moment où vous ramenez le pouce, vous activez vraiment la fonction concentration et vous associez ça à votre respiration. Donc, tout ce que vous faites en apnée, votre cerveau l'intègre beaucoup mieux et du coup, vous êtes focus et vous activez vraiment cette fonction de concentration. La respiration pour se dynamiser, très bien aussi, mais là, je l'utilise autrement encore une fois. Je vais faire un inspire long, je vais inspirer profondément sur 4. Je vais bloquer en comptant 4 également. Par contre, je vais faire un expire très bref, très tonique. Je vais souffler très vite. Donc, je vais reproduire pendant 3 minutes. J'inspire profondément. Donc, je me remplis d'oxygène. Je fais une apnée pleine sur 4, une longue apnée pleine quand même. Là, j'optimise à fond les échanges gazeux. Mon corps se charge en dioxygène et évacue bien ensuite le dioxyde de carbone. J'expulse bien sur un expire tonique. Donc, la respiration, un des moyens, enfin le moyen numéro 1, je dirais, que pour quand même réguler votre niveau d'énergie. Ensuite, autre moyen très efficace, reposez vos yeux. Pensez que vos yeux, le niveau d'énergie, il y a une interdépendance entre la fatigue de vos yeux et le niveau d'énergie. Vos yeux sont hyper sollicités par les écrans, les ordinateurs, la lecture, la conduite. Il faut être en permanence en train de s'adapter. Vos yeux font que ça à longueur de temps. Vision de près, vision de loin, intensité lumineuse, etc. Tout ça, ça peut vraiment générer une grosse fatigue. On appelle ça une fatigue d'accommodation. Donc, pensez à rééquilibrer cette fatigue tout simplement en faisant une petite gymnastique des yeux. Alors, la gymnastique des yeux, ça peut être par exemple prendre un crayon et puis faire suivre du regard le crayon, par exemple de faire, je ne bouge pas la tête, mais je bouge le crayon et je suis le crayon de haut en bas plusieurs fois et de gauche à droite. Ça oblige vraiment à faire un mouvement oculaire sans bouger la tête, ça fait vraiment travailler, ça détend les yeux. Ensuite, le massage oculaire, frottez bien vos mains, faites bien chauffer vos mains. Et puis ensuite, quand vos mains sont bien chaudes,
Voilà, il faut attendre que ce soit bien chaud. Et puis, vous posez vos mains sur vos yeux. La chaleur, elle va se diffuser. Vous laissez la chaleur se diffuser dans vos yeux. La chaleur sur les yeux, c'est vraiment un moyen d'apaiser ça. C'est hyper réconfortant. Vous laissez cette chaleur se diffuser pendant 1, 2, 3 minutes. Vous frottez les mains si vous voyez que vos mains se refroidissent un petit peu. Et puis, vous pouvez ensuite masser aussi masser la base des sourcils, toujours de l'intérieur vers l'extérieur. Masser l'os en dessous des yeux. Vous pouvez faire des pressions. Je presse et je relâche. Je presse et je relâche. Voyez, ou alors faire des massages pression glissés. Je presse et je glisse. Je presse et je glisse. Vraiment masser le contour des yeux, ça fait vraiment du bien. On peut tapoter aussi au niveau du contour des yeux. Toujours avoir les mains bien chaudes encore et puis faire du palming. Le palming, c'est quand je fais chauffer mes mains, je pose mes coudes sur mon bureau et je place mes mains devant chaque œil. Et mes mains dans l'obscurité et dans la chaleur mes yeux dans l'obscurité, dans la chaleur de mes mains, eh bien, je les fais bouger. Je laisse mes yeux se balader en fait dans l'obscurité, dans un sens, dans un autre. Je laisse en fait le nerf optique, en fait la sensation du nerf vraiment s'apaiser. Je fais aller les yeux de haut en bas, de gauche à droite, plusieurs fois, vraiment dans tous les sens. Rapprochement, éloignement, c'est de travailler sur la perspective. Alors, soit en gardant les yeux dans le noir, encore une fois, dans vos mains, vous imaginez une image avec un point à l'horizon et vous imaginez que cette image, elle se rapproche pour laisser l'œil s'adapter, mais vraiment en douceur. Puis après, dans l'autre sens, du zoom de très près vers un zoom très loin. Vous voyez, très lentement, vous faites des allers-retours pour reposer vos yeux. C'est vraiment de nature à bien reposer vos yeux. Après, le cîlement, c'est quand vous vous mettez dans un endroit où la lumière n'est pas trop forte, et puis vous battez des cils, en fait, hein, vous clignez des cils très rapidement, vous voyez, assez vite, au moins 10 fois. Puis après, vous posez vos mains sur vos yeux, vous les laissez se reposer à nouveau. Puis après, vous le refaites à nouveau, mais là, cette fois-ci, vous haussez les sourcils, vous voyez, vous cherchez à ouvrir les muscles du front, et vous le refaites à nouveau. Ça participe vraiment à détendre les muscles autour des yeux. La rotation des yeux, sans bouger la tête, encore une fois, c'est faire des rotations, faire des ronds, de dessiner tout doucement des ronds dans un sens, puis dans un autre. Ça aussi, c'est vraiment très, très agréable. C'est très relaxant pour les yeux. Faites attention aux signes de fatigue, les yeux qui se brouillent, la barre dans le front, quand ça devient flou. Il y a vraiment des signes assez évidents. Alors, les automassages, très important aussi. Alors, encore une fois, il y a des petites images. Massez votre cuir chevelu, vous prenez votre cuir chevelu à pleine main. Tant pis pour votre brushing, tant pis pour votre gel, vous vous recoifferez après. Puis vous massez, vous faites des mouvements circulaires pour chercher à décoller le cuir chevelu. Le but, c'est de faire circuler, d'activer la microcirculation, en fait, de refaire circuler les fluides dans le corps. Sur le visage, on va toujours partir de l'intérieur vers l'extérieur, le front, les ailes du nez, le contour des yeux, on l'a dit, les mâchoires, en fait. On a tendance quand même à beaucoup accumuler des tensions autour des yeux et dans les mâchoires. C'est simplement parce que quand on est concentré, on plisse les yeux, donc on crée de la tension. Et quand on est un peu stressé, on serre les dents, on a tendance à serrer les mâchoires également. Donc pour ça, sur le visage, il y a pas mal de tensions dont on peut se débarrasser. Après, il y a la nuque, forcément, de toujours chauffer vos mains. Essayez toujours d'avoir les mains chaudes pour faire ça. Et puis vous massez votre nuque, vous appuyez, vous dénouez vos trapèzes. Vous pouvez aussi aller sur le plexus solaire ici au niveau juste en dessous des côtes, puis masser doucement parce que ça peut faire mal un petit peu, c'est pas une zone qui est très confortable. Mais masser, pensez à vous masser en fait, à faire, c'est un petit peu comme si ça permettait de refaire circuler un petit peu l'énergie dans le corps. Allez, j'avance rapidement parce on va être en retard. La micro-sieste aussi, là, outil super bien pour canaliser son énergie et rester super concentré. Si vous avez un petit coup de pompe, malgré les respirations, malgré la détente des yeux, malgré les automassages, eh bien, je vous encourage à essayer la micro-sieste. En moins de 10 minutes, la micro-sieste, elle vous permet de retrouver toute votre concentration, toute votre énergie. Vous avez un truc à terminer, un rendez-vous important où il faut avoir les yeux bien en face des trous, vous devez faire un trajet en voiture et vous avez peur de vous endormir, c'est vraiment prouvé, la respiration, la micro-sieste, ça répare, ça peut demander un petit temps d'entraînement malgré tout. C'est une sieste qui dure moins de 10 minutes, ça correspond aux premières phases de sommeil, sommeil très léger. On se détend, mais on reste sensible à l'environnement. Une fois éveillé, pouf, je suis tout de suite opérationnelle. C'est le but, en réalité. L'objectif, c'est d'abaisser le rythme biologique pour permettre au cerveau de se mettre dans cette phase de sommeil très léger. Avec un petit peu de pratique, on peut y arriver en quelques minutes, voire en quelques respirations profondes. Alors, ça rend plus productif, ça renforce la mémoire,
ça nous aide à rester plus concentrés, à être plus vigilants, plus attentifs. Ça prévient toutes les pathologies du stress, évidemment. Ça participe à réguler notre humeur. Ça agit aussi sur le niveau de tension et sur le niveau d'énergie, naturellement. Et puis, comme on est plus frais après une micro-sieste, ben, on est aussi plus créatif. On a un meilleur potentiel, on dispose d'un potentiel optimal. Donc ça offre en général une micro-sieste, ça offre un regain d'énergie pour un temps qui correspond à 10 fois en fait sa durée. Si par exemple je fais une sieste de 10 minutes, bah, je vais ressentir les effets de la micro-sieste pendant moins 1h30, voire jusqu'à 2 heures. Ma respiration elle va baisser, mon rythme cardiaque va se ralentir, mes muscles vont se relâcher. C'est une détente corps mental. Ça permet vraiment de rester efficace. Alors, comment on fait pour s'endormir comme ça sur commande? Vous allez me dire, il y a des gens que vous connaissez qui s'endorment voilà, en claquant des doigts, ils se mettent dans le train, 3 minutes après, ils sont déjà endormis. Puis il y a ceux qui se disent, moi, je suis incapable de m'endormir à la commande comme ça. En réalité, tout le monde peut le faire, il n'y a pas de contre-indication, il n'y a pas de raison physiologique qui empêcherait de s'endormir. C'est juste que pour certains, c'est très facile, très naturel, et pour d'autres, ça peut demander un petit peu d'entraînement. Je dirais que souvent, la question, c'est la question de la permission. Est-ce que je m'autorise à ce moment de relâchement ça peut être le principal obstacle, il peut se situer souvent dans la représentation qu'on a de la sieste. D'ailleurs, je vous pose la question, je vous laisse répondre dans le chat. Est-ce que pour vous, la sieste, c'est quelque chose de concevable au travail? Parce que l'idée, c'est ça en fait. Est-ce que culturellement ou dans votre éducation, c'est quelque chose qui est rentré dans les mœurs? Il y a des pays où c'est obligatoire, et puis chez nous, c'est pas encore toujours rentré dans les mœurs. Au début, si vous écoutez les signes de votre corps, vous pouvez d'ailleurs observer que les signes, la vigilance, les signes de fatigue, ils augmentent, ou en tout cas la vigilance, elle diminue toutes les 90 minutes au fil de la journée. Donc on ressent ça surtout au début de l'après-midi, c'est là où on commence à les ressentir vraiment, donc c'est vraiment le moment idéal pour la micro-sieste. Entraînez-vous chez vous, au début par exemple, pour développer des réflexes de détente en vous mettant dans des conditions optimales d'endormissement, plutôt allongé, les bras bien relâchés, dans une pièce un peu au calme en fait. Et puis concentrez-vous sur votre respiration, relâchez-vous, puis par réflexe, ça va induire un peu le sommeil. Vous pouvez vous laisser aller au sommeil en mettant par exemple un petit réveil qui vous garantit que vous allez vous réveiller au bon moment. Ou lâchez un objet de votre main qui vous réveillera un petit peu. La technique c'était Salvatore Dali qui disait ça. Quand on est un petit peu entraîné chez soi, ben après on peut corser un petit peu l'exercice en essayant de le faire assis à votre bureau. Vous pouvez le faire avec un peu de musique autour de vous. Vous pouvez le faire en attendant votre train sur le quai de la gare, en plein milieu de votre open space au travail. Le but, c'est de pouvoir développer les bénéfices en toutes circonstances, que vous puissiez vous retrouver dans votre bulle, dans une espèce d'espace mental complètement imperméable à l'environnement, quelle que soit la position dans laquelle vous êtes installé et quels que soient les parasites autour de vous. Claire le disait, évitez bien sûr les excitants, café, thé, le tabac aussi, la nicotine, qui est un excitant. C'est vraiment quelque chose qu'on peut travailler, ça se développe. Si vous n'y arrivez pas spontanément, c'est pas grave, c'est quelque chose qu'on peut développer. Et puis si après tout ça, on a encore des difficultés à maintenir un bon niveau d'énergie, j'ai envie de vous dire, posez-vous une question de fond, allez creuser du côté de votre sommeil. Parce que faut pas oublier que le sommeil, c'est la vie, c'est ce qu'on est le jour, c'est le fruit de ce qu'on est la nuit. C'est important de comprendre comment fonctionne votre sommeil, d'identifier votre propre rythme en fait. On peut avoir des besoins et des habitudes de sommeil très différents de notre voisin. Le sommeil, pour comprendre, il est régi par un double balancier. Il y a d'une part dans ce double balancier le balancier circadien, c'est ce qui régule notre temps d'éveil, notre temps de sommeil en fonction du jour et de la nuit, la lumière, ça correspond au rythme de la nature, le rythme de la vie. C'est l'horloge biologique interne, c'est à ça qu'on fonctionne. Cette horloge biologique, elle se régule avec la lumière, l'œil capte la lumière, la rétine envoie le message au cerveau. Quand il y a de la lumière, le cerveau bloque la sécrétion de la mélatonine, cette hormone du sommeil, c'est produit par le cerveau. Cette hormone, elle n'est libérée que dans l'obscurité, en tout cas, c'est facilité quand on est dans l'obscurité pour s'endormir. On régule aussi notre balancier circadien, notre horloge biologique avec l'activité physique. Si je me mets en mouvement, ça traduit pour mon corps que je suis en mode jour, on va dire. Donc, je produis de la dopamine, de l'ocytocine, de la sérotonine, d'endorphine, etc. Les variations de température du corps aussi, ça régule notre horloge biologique. Ça indique en éveil, si ma température elle augmente, je suis en éveil. Si ma température elle baisse, c'est que je suis en phase de sommeil. L'alimentation aussi, bien sûr, le fait d'enclencher le système digestif, ça indique à notre horloge interne qu'on est en mode jour.
Donc, si vous avez des réveils nocturnes et que vous avez une petite fringale et que vous mangez, ça renforce le réveil, en fait. Ça indique à votre corps que vous êtes en mode éveil. Et l'autre balancier, c'est différent, c'est le balancier homéostatique qui, lui, il se régule, en fait, il régule votre temps d'éveil et votre temps de sommeil en fonction du temps d'activité et du temps de repos que vous allez observer. C'est la tendance naturelle de l'organisme à revenir à l'équilibre, hein, c'est l'homéostasie dont parlait tout à l'heure Claire. On peut comparer votre balancier homéostatique à un sablier. Hein, les grains de sable, ça représente une quantité d'activité dans un sens, une quantité de repos proportionnelle dans l'autre sens. On génère un besoin de récupération qui est proportionnel à une dépense, à un effort qui va être fourni. On appelle ça la pression de sommeil. Si vous vous levez tôt, vous avez travaillé dur toute la journée, la pression de sommeil, elle va être forte. Si vous faites la grasse mat, que vous ne faites rien de la journée, vous faites la sieste à 14 heures et puis vous n'êtes pas dépensé, la pression de sommeil, elle va être faible. Donc, ce qui est important, c'est comprendre, c'est que les deux balanciers doivent fonctionner en cohérence pour avoir un éveil et un sommeil dans les conditions optimales. Sur le schéma que vous voyez, hein, l'objectif, c'est que quand le balancier circadien indique qu'il fait nuit, le balancier homéostatique doit indiquer un besoin de repos. Quand le balancier circadien indique qu'il fait jour, le balancier homéostatique doit indiquer qu'on est en mode éveil. Si vous avez, par exemple, le problème, il se situerait, par exemple, si votre balancier circadien indique qu'il fait jour alors que votre corps réclame du sommeil. Il est 15 heures de l'après-midi, vous somnolez. Voilà, on sent qu'il y aurait une tension dans votre balancier. À l'inverse, si votre balancier circadien il indique qu'on est en mode nuit, enfin c'est la nuit, et que votre corps, lui, il est plutôt en mode activité, c'est quand il est 2 heures du matin et vous n'arrivez pas à trouver le sommeil. C'est-à-dire qu'il y a encore une fois une tension interne. Donc le bon rythme, en fait, c'est de savoir, déjà identifier votre typologie de dormeur. Le bon rythme, c'est de savoir est-ce que vous êtes plutôt quelqu'un du matin, est-ce que vous êtes sensible à votre horloge circadienne, à l'horloge biologique. Ça correspond, c'est pour toutes les personnes qui sont très réactives à la lumière. Le jour se lève, elles vont se réveiller très facilement, même si la nuit elle a été courte. Pour ces personnes, d'ailleurs, le sommeil en journée va être difficile. Faire la sieste en journée, par exemple, ça peut s'avérer compliqué. La micro-sieste, ça va leur demander un petit peu d'entraînement. Tout comme, par exemple, des gens qui sont plutôt du matin, qui sont sensibles au balancier circadien, à la lumière, etc., au rythme de la nature, eh ben, le travail de nuit va être contre-indiqué parce qu'elles vont avoir des difficultés à dormir la journée. Et puis, les personnes qui sont plutôt sensibles à la pression de sommeil, ça va être plutôt les personnes qui sont du soir, plutôt sensibles au balancier homéostatique. Elles vont s'endormir très vite, même le matin, peu importe à quel moment elles se couchent. En réalité, c'est le rapport entre l'effort et le besoin de repos qui définit vraiment leur sommeil. C'est des gens qui vont peut-être avoir plus de facilité à faire la micro-sieste. Le besoin de récupération, le sommeil, il viendra facilement s'il y a un état de fatigue. Par contre, pour eux, les réveils matinaux, ça peut être compliqué. L'horloge circadienne, c'est pas ça qui régit en priorité leur sommeil. S'ils sont encore fatigués le matin, si la pression de sommeil est encore forte le matin, ils vont avoir du mal à se lever. Donc, l'équilibre chronobiologique éveil-sommeil, il va dépendre de l'adéquation entre votre chronotype, est-ce que vous êtes plutôt du matin ou plutôt du soir, et les choix de vie. Si vous vous couchez tard, est-ce que vous vous couchez tard? Est-ce que vous vous couchez à la bonne heure? Est-ce que vous écoutez suffisamment les signes de votre corps? Il y a quelque chose à faire parce que, inévitablement, bien entendu, c'est sur les signaux du corps qu'on va pouvoir agir. La quantité de sommeil, je vais terminer là-dessus rapidement, qui est recommandée. J'aurais aimé pouvoir vous redonner quelques recommandations de sommeil à propos de l'hygiène du sommeil, mais on n'aura pas le temps. Vous voyez, en moyenne, il faut compter 8 heures de sommeil, c'est une bonne moyenne. Mais écoutez votre corps, ça veut dire que pour certains, 6 heures, ça va être suffisant. Pour d'autres, il en faudra 10. L'idée, c'est de se mettre surtout à l'écoute de ces sensations. Voilà, je vais terminer là-dessus parce qu'on est déjà largement en dehors du timing. Et je sais qu'il y a peut-être des gens qui ont besoin de... Je laisse peut-être Claire me dire s'il y a eu des questions, des choses sur lesquelles on peut revenir très rapidement. Alors, pas de questions particulières, simplement pour partager un petit peu les réponses qui ont été données à propos de la sieste. Globalement, j'ai envie de résumer en disant que plusieurs personnes partagent l'envie et le besoin de faire la sieste. Mais soit concrètement, il n'y a pas de lieux qui sont appropriés pour faire la sieste, soit il y a la peur que ce soit, enfin la peur plus ou moins légitime, hein, que ce soit mal vu et que voilà, que ce soit, alors des gens qui ont dit que c'était pas approprié ou je ne sais plus quel terme exactement. Donc effectivement, soit concrètement il n'y a pas l'espace possible, rien n'est prévu à cet effet. Et je pense qu'effectivement, globalement en entreprise,
je pense que c'est plutôt rare les entreprises qui prévoient des espaces de repos et de sieste. Voilà, c'est pas forcément encore dans notre culture d'entreprise, D'où l'intérêt de malheureusement. développer les réflexes pour pouvoir se dire j'ai pas besoin d'espace, je reste à mon bureau, Ouais. je ferme les yeux, je me concentre sur ma respiration et développer ce réflexe en fait. Sensation de dire bah voilà, j'arrive en Oui. 3, 4, 5 minutes parfois à me plonger dans un état un peu second et de revenir assez facilement, dans Ouais, l'idéal. tout à fait. Ouais, bah, de toute façon, quand on n'a pas l'espace possible ou Ouais. voilà, ou même concrètement, pas le temps parce que, Mhm. des fois même, la pause déjeuner pour manger, moi j'entends des fois des pauses de 15 minutes, 20 minutes, c'est pas possible. On peut pas, respecter les règles dont on a parlé et puis avoir des pauses Voilà, et bien après, sûr. voilà, encore une fois, quel pouvoir on a, quelle flexibilité on a par rapport à son travail, ben, on peut être Ouais. coincé. Mais bon, je me dis que justement, plus on a un panel d'outils qui est varié entre toutes les petites choses, enfin les petites choses, petites, faciles, accessibles, mais efficaces, de repos et de remise en énergie et cetera, tout au long de la journée, au plus on va pouvoir, effectivement, selon les conditions de travail qu'on peut avoir, trouver des façons de se récupérer au fur et à mesure de la journée. Mhm. Tout à fait. C'est pas si simple que ça. Pas si simple en effet. Je regarde si on avait d'autres questions. Pendant ce temps-là, Je me suis permis de lancer le bien sondage de sûr, satisfaction parce que je sais qu'il y a certains horaires aussi à respecter, bien sûr. mais je vous laisse, bien sûr, peut-être encore faire quelques, retours, éventuels sur les Et je commentaires des regarde. chats. On Je vous laisse, d'ailleurs, on peut peut-être débloquer le chat modéré Oui. pour que chacun et chacune ait la lecture, de l'ensemble, des commentaires qui peuvent nous arriver. Merci en tout cas beaucoup à toutes les 2 pour ce dernier moment ensemble avec, optimiser son énergie au travail. On a eu, vraiment, 3, belles conférences et webconférences, de qualité, grâce, à vous 2. Donc merci, à vous. Merci. Et puis, Merci. merci bien sûr à la Mutualité, des métiers, de la justice, de vous avoir offert à tous et toutes, ce rendez-vous. Je vous laisse bien sûr, peut-être regarder encore le chat si vous le souhaitez. Oui, je vois qu'il y a une question de Léa à l'instant. En cas de Oui. problème d'anxiété ou de trouble de l'humeur, comme évoqué plus tôt, ces méthodes sont-elles suffisantes pour s'en sortir ou faut-il les combiner avec des anxiolytiques ou antidépresseurs? J'ai envie de dire, Ouais. voilà, de consulter. Moi, je suis pas à même de faire de Mmh. diagnostic, encore moins comme ça à travers un chat, évidemment. Hein, je ne prendrai pas de risque. Maintenant, une fois qu'on a consulté et que le professionnel de santé a estimé s'il était nécessaire ou pas d'avoir recours à une thérapeutique médicamenteuse, mais parfois, c'est vrai que de développer des réflexes d'autonomie en fait dans la gestion de son anxiété en travaillant sur alors la sophrologie, la naturopathie a plein d'outils, la réflexologie aussi. D'ailleurs, j'avais des questions à poser à Claire, mais on aura l'occasion peut-être un jour de revenir sur ça. Mais il y a plein de thérapies de développement personnel en fait qui permettent de travailler sur soi pour lever les freins, se libérer en fait parfois des blocages, des fonctionnements qu'on a dans lesquels on est un peu prisonnier, des choses un peu Mmh. toxiques dans lesquelles on n'arrive pas à fonctionner normalement. Faut consulter, trouver le bon thérapeute, trouver la personne avec qui ça passe bien. C'est aussi une histoire de rencontre entre deux personnes. Mais il y a plein de méthodes douces qui parfois, plutôt qu'un traitement médicamenteux, fonctionnent bien. Parfois, le médicament est nécessaire comme une béquille, le temps que ça aille mieux, le temps qu'on développe son autonomie. Donc les médicaments ne sont pas forcément toujours une mauvaise solution, c'est le médecin qui peut en juger de toute façon. Mais l'idée, c'est de se dire, un jour, je veux pouvoir devenir autonome et pouvoir gérer mon stress, mon anxiété, sans avoir recours à la chimie finalement. Mmh mh. Oui, j'ajouterais, effectivement, je te rejoins tout à fait. Alors plusieurs choses. La première, c'est que les problèmes d'anxiété et les troubles de l'humeur, c'est quand même 2 sujets, différents. Donc Ouais. fatalement, en termes d'accompagnement et d'outils, on n'est quand même pas du tout sur les mêmes sujets. Ça, c'est une première chose. Donc je rejoins tout à fait Corinne sur le fait que, voilà, nous, notre travail, moi, naturopathe et Corinne, sophrologue, on n'est, de toute façon pas habilités à poser des diagnostics. Bon, ceci dit, en termes de diagnostic concernant les troubles de l'anxiété ou troubles de l'humeur, on est sur, des signes, cliniques, on est sur un échange et cetera. Donc c'est des choses que nous, on peut, confirmer ou voilà, orienter. Est-ce que c'est plutôt, anxiété, troubles de l'humeur et cetera? C'est quand même quelque chose qui peut être, clarifié, en tout cas en entretien. Et pour terminer, parce qu'il n'y a pas vraiment de réponse non plus sur cette question-là,
j'ai beau être naturopathe, je ne suis absolument pas anti-médicaments. Pour moi, ça fait partie des outils qui peuvent être, nécessaires parfois, surtout quand il y a la notion d'urgence. Moi, je rappelle toujours que la médecine allopathique, c'est une médecine d'urgence et heureusement qu'on l'a. Si je sors de mon cabinet et que je me casse une jambe, je vais pas sortir mon argile verte et ma petite huile essentielle de lavande pour cicatriser. Je vais aller à l'hôpital. Donc c'est un peu le même principe, c'est qu'en effet, c'est, des fois la chimie, alors si je parle par exemple des troubles de l'humeur, là on est sur des dérégulations dont j'en parlais rapidement, tout à l'heure, on est sur des dérégulations des neurotransmetteurs, donc là on est sur de la physiologie. Ouais. Mais c'est pas parce qu'on est sur de la physiologie qu'on est forcément obligé de passer par de la chimie. Mais des fois c'est nécessaire. Ça va être comme tu disais, nécessaire pour arriver à un premier niveau d'équilibre. Voilà. Si on est sur l'anxiété et qu'on a une personne qui est dans un tel état, dans un tel niveau d'angoisse, d'anxiété, de tension intérieure, qu'il n'y a plus de sommeil qui est possible, par tellement il y a crispation, etc. Et que, en attendant de prendre le relais avec éventuellement un protocole plus naturel, n'empêche que dans un premier temps, il faut que la personne puisse dormir pour un minimum faire baisser la pression de la cocotte minute de tension, etc. Donc c'est vraiment, il faut toujours, moi je trouve qu'il faut faire preuve de bon sens et il faut jamais croire qu'un outil est magique en soi, que ça soit de la chimie. Je parle pas des effets secondaires parce que le problème de la chimie, c'est que bien sûr, il peut y avoir des effets secondaires. J'en parlais d'ailleurs dans le premier ou le deuxième, je ne sais plus, de dépendance, d'accoutumance, de troubles digestifs, de troubles du sommeil, de troubles de la vigilance. Donc des fois, c'est un peu le serpent qui se mord la queue. Donc voilà, l'idée, c'est quand même de faire preuve de bon sens, de ne pas, à mon sens, fermer ou enfermer dans un outil particulier et voilà, et surtout de faire du cas par cas, parce que c'est évidemment le point de départ. Eh ben merci effectivement pour tous ces rappels et je vous souhaite peut-être une belle après-midi et surtout un bon week-end pour finir cette semaine. Merci à vous Corinne et Claire pour tout cet accompagnement. Merci à Merci vous. beaucoup. Happy visio. Au plaisir de retrouver tout le monde et puis bonne continuation à tous et à toutes. Peut-être à bientôt. Bon À après-midi. bientôt. Merci. Bon après-midi. Bon week-end. Au revoir. Au revoir. Je vous laisse couper votre caméra et votre micro. Je reste encore quelques petites secondes, peut-être avec certains apinautes qui souhaitent finaliser leur petit sondage qui est